Nous avons des personnes qui sont à distance avec nous dans un métaverse, celui d'Active Replica. Et je vous remercie, chacun et chacune d'entre vous, d'être là ce matin. La Villa Numéris est un think tank indépendant qui promeut un modèle européen du numérique, affirmant la primauté de l'humain. Nous sommes là pour comprendre, décrypter, anticiper les tendances sur un mot, autour d'un mot et d'un concept, le métaverse, qui remplit beaucoup de pages de discussion ces derniers temps. Et qui est déjà une réalité en matière de formation. Alors, avec François Raymond et 13 articles, on lance une série quasi anthropologique pour comprendre ce que vivent les utilisateurs, ce qu'ils veulent aussi. Et nous avons, avec la Chambre des métiers et d'artisanat d'Île-de-France, entrepris de commencer finalement par ce qui est une des plus belles missions, celle de la transmission des savoirs, des métiers, du partage de connaissances. Et je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, cher Francis Bussière, pour votre accueil ici ce matin et pour votre soutien. Avant de vous passer la parole, peut-être quelques mots sur la manière dont nous organisons cette matinée. Vous verrez de nombreux témoignages, beaucoup de retranscriptions, également des entretiens qu'on a pu avoir pour partager avec vous ce sentiment qu'ont déjà de nombreux étudiants, mais aussi professeurs et apprentis dans notre pays. Quand je parle d'interaction, naturellement, vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez. Pour cela, il y a un numéro, un site, bicas.live, et pour peu que vous ayez accès à un moment à la présentation, vous verrez qu'elle s'affiche, puisqu'il y a un code de session pour y accéder. Pour les plus férus dans les réseaux sociaux, je vous propose un hashtag qui est hashtag #InMetaverse, en anglais, Metaverse avec un E, donc à la fin. Francis Bussière, le plus simple et le plus sympathique, c'est peut-être de vous passer la parole en premier lieu pour une introduction à cette matinée, avant de plonger dans la réalité virtuelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Cher David, eh bien, il est parti. C'est la magie de la réalité virtuelle, vous voyez, c'est tout d'un coup, pop, on n'est plus sur l'écran, et puis tout d'un coup, on disparaît. Mais ce qui est aussi magique avec cette réalité virtuelle ou cette réalité augmentée, c'est que d'une part, on a le plaisir de communiquer avec presque le monde entier par la magie des réseaux. Et demain, nous pourrons effectivement communiquer ensemble avec cet nouvel univers qui s'ouvre devant nous, qu'on va commencer à découvrir, à apprendre. Alors, vous êtes ici dans la maison de l'artisanat francilien. Vous êtes ici dans la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Île-de-France qui regroupe 280 000, je suis un peu optimiste, 280 000 entreprises artisanales sur l'Île-de-France, qui regroupe 9 500 apprentis sur les 10 sites de formation par l'apprentissage, et donc avec une communauté que nous souhaitons faire grandir de plus en plus. C'est une communauté traditionnellement bien impliquée dans les territoires. C'est une communauté d'artisans, d'artisanes qui œuvrent tous les jours pour leurs clients, pour la passion de leur métier. Et on pourrait se dire, mais c'est bien loin de la réalité augmentée, comme on appelle, de la réalité virtuelle. Eh bien, pas du tout. Nous sommes une vraie communauté qui est impatiente de pouvoir se saisir de ces nouveaux outils. L'artisanat est un monde très particulier, fait d'individus, fait de créateurs. N'oublions pas, comme je le disais, que avant, sous forme de boutade, avant que quelqu'un ait eu l'idée d'inventer le Paris-Brest, il n'y avait pas le Paris-Brest. Et tout d'un coup, un jour, il y a eu le Paris-Brest. Voilà. Eh bien, c'est de la même façon, pour faire un peu une analogie un peu rapide et peut-être audacieuse, c'est que
Aujourd'hui, cet outil qui s'appelle la réalité augmentée et qu'on va continuer à découvrir, en tout cas, moi je suis un apprenant aussi dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose qui me passionne puisque c'est un outil comme l'a été à un moment donné, à la fois le livre et à la fois le web. Et aujourd'hui, c'est effectivement un nouvel outil qui s'offre à la communauté des apprenants. Et bienvenue encore, et puis longue vie à cette réalité augmentée virtuelle. Merci. Merci Francis, merci beaucoup. Merci bien. Alors je vous ai mis le lien du site pour ceux qui veulent interagir avec nous. On fera des petits tests tout à l'heure. Je précise que le programme sera autour de 2 tables rondes ce matin. Une première sur les formations immersives et une deuxième peut-être un peu plus en profondeur dans les représentations du métaverse, avec notamment aussi une présentation du Meta Immersive Learning du groupe Meta, c'est la maison mère de Facebook, une intervention de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, d'ailleurs le premier ministre de l'Éducation à distance, hein, si on veut être très, très clair, puisqu'il était en période de crise sanitaire. Et vous vous souvenez que massivement, tous les élèves et professeurs de France se sont retrouvés à l'école chez eux. Et nous conclurons la journée avec Karine Seller, qui est haut-commissaire aux compétences. Et avec vous, effectivement, on verra en quoi la puissance publique se mobilise pour contribuer à une meilleure formation de tout à chacun. Je vous propose de commencer tout de suite en accueillant François Raymond, qui a pris les routes de France et du métaverse pour aller à la rencontre des acteurs, pour vous présenter une étude complète. Et je lui laisse la parole tout de suite. Je voudrais vous montrer son avatar, parce que tu t'es quand même un petit peu rajeuni, je trouve, non ? Certain jeunisme dans les outils du Web 3, on va dire. Bonjour. Juste un mot d'introduction sur en fait les deux parties, enfin le parti pris qu'on a pris ce matin et puis la méthodologie qu'on a utilisée pour réaliser des insights sur les utilisateurs des outils. Premier parti pris, on a choisi de traiter de 2 sujets. En fait, les modules de formation immersifs, parce que c'est quand même le sujet de l'immersion. C'est vraiment l'endroit où les apprenants, donc les apprentis notamment qu'on a rencontrés, ont un casque de réalité virtuelle sur la tête, réalisent des activités de formation, mais vraiment en immersion, c'est-à-dire dans un univers virtuel et en 3D. Donc ça, c'était le premier point. Il nous semblait intéressant de voir quel était le retour en fait des utilisateurs sur cette logique de l'immersion avec un casque. Et puis, le deuxième point, évidemment, c'est le métavers, c'est-à-dire le campus virtuel. Donc, on a été voir des étudiants de 4e année de Neoma qui ont utilisé... Alors, le campus virtuel de Neoma qui est installé chez Laval Virtual, en fait, il est assez récent, donc ils ont eu l'occasion de tester ces fonctionnalités, mais ils l'ont fait en 2D, c'est-à-dire qu'ils étaient devant leur écran de PC, à naviguer avec les flèches, à interagir avec les touches, mais aucun de ceux que j'ai rencontrés n'avait utilisé de casque. Ils avaient pu utiliser des casques dans des modules de formation immersifs développés par Neoma, un peu à la manière de ceux de 3CA BTP qu'on verra dans la première séquence. Et donc, du coup, c'est les 2 parties pris, cette logique immersive et puis cette logique, on va dire, de métavers, même si on n'est pas dans un métavers immersif. Peut-être un mot sur la méthodologie, David, si tu veux bien. Donc, on a fait vraiment, en fait, on a utilisé 3 modules. On a d'abord fait un benchmark pour regarder, évidemment, quel était, en fait, l'état des lieux, où est-ce qu'on pouvait trouver des exemples, quels étaient ceux qui étaient remarquables. Et donc, du coup, la sélection avec 3CA BTP, qui est un organisme qui crée des modules de formation immersifs pour les CFA, notamment les métiers du BTP, et puis Neoma, qui est, a priori, le premier campus virtuel des grandes écoles de commerce. On aurait pu mettre plein d'autres exemples, ceux de la SNCF, dont Émilie peut-être vous dira un mot tout à l'heure, ceux du domaine de la santé, enfin... sur la formation, il y a énormément d'initiatives, énormément de choses. On a préféré faire 2 focus. Et
pour recueillir l'avis des utilisateurs. Ça, c'est le parti pris qu'on a partagé avec David, c'est qu'on pense que dans le numérique, surtout quand on est dans des phases de démarrage d'une nouvelle vague, on a connu le Web 1 avec les sites vitrines où on mettait des textes et des images en disant « Mon Dieu, c'est merveilleux, tout le monde peut nous regarder ». Le Web 2 qui a été l'explosion des réseaux sociaux, on va dire de la création de contenu par les utilisateurs eux-mêmes, évidemment avec les réseaux sociaux, le fait que chacun puisse poster ses images, ses opinions, qu'elle est de pair aussi avec le développement du e-commerce, des plateformes de e-commerce. Et là, on entre dans l'époque du Web 3, donc c'est pas le sujet de ce matin, mais qui est vraiment la nouvelle révolution. Et donc, il y a des initiatives de tous les côtés. Et la conviction qu'on a, c'est qu'en fait, le tri entre les initiatives qui vont marcher et celles qui ne marcheront pas, qui n'auront pas de succès, en fait, c'est quelles sont les initiatives qui vont rencontrer l'adhésion des utilisateurs. D'où cette logique user-centric, si vous me permettez l'expression en anglais. Qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils apprécient, quels sont les leviers qui les font adhérer à des propositions là dans le domaine de la formation, et qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui peut être amélioré de manière à ce qu'on garantisse le succès en fait de ces modules. Voilà, et donc du coup pour cela on a fait deux choses, on a réuni des focus groups, des focus groups de 4 ou 5 apprentis pour le CFA de Blanquefort, à côté de Bordeaux, et puis des étudiants de Neoma sur le campus de Rouen. Donc c'était des réunions physiques pendant lesquelles on en a discuté pendant 1 heure et demie autour de la table collectivement, donc la dynamique de groupe, et on a doublé ça avec une série on va dire, d'entretien face caméra pour vous permettre d'avoir des images et des témoignages des utilisateurs eux-mêmes. Dernier point, et on commencera ensuite avec la première vidéo, si ça convient à David. Globalement, on a été interrogé aussi les gens qui sont à l'origine de ça, c'est-à-dire les gens de 3CA, BTP et informateurs, pour voir quelles étaient les raisons qui les poussaient à faire ça, pourquoi ils y croient et pourquoi ils investissent autant d'énergie là-dedans. Et puis, les gens de Neoma aussi, qui vont nous expliquer, là encore, pourquoi ils considèrent que c'est une révolution à laquelle il faut participer et dans laquelle il faut être actif. Merci François. Le plus simple est peut-être de se plonger dans ces formations immersives. Et pendant que nous allons regarder cette vidéo, je vais proposer à Jacques-Olivier Hainaut, Nicolas Dupin et Émilie Gobin-Mignot de nous rejoindre sur cette tribune. Prenez place si vous le voulez bien. Et on lance donc cette première vidéo, s'il vous plaît. Le premier intérêt des formations immersives, c'est qu'aujourd'hui, on a un jeune qui est dans un CFA, qui est surtout en phase de travail sur des connaissances techniques, professionnelles. Et de l'autre côté, quand il va en entreprise, il est plutôt sur les activités de production, dans lesquelles il est guidé souvent par son maître d'apprentissage. Et entre les deux, toute la difficulté que va avoir le jeune, c'est d'acquérir de la méthode de travail, la méthodologie de travail. Et en fin de compte, la formation immersive, par exemple la formation en réalité virtuelle, a cette vertu, en fin de compte, de proposer à un jeune d'être immergé dans une situation de travail pour faire des activités, des tâches que nous lui avons proposées, et à lui, en fin de compte, de s'organiser pour les faire dans le bon ordre, pour mémoriser ce qu'il fait, et puis toujours, dans cette même ordre d'idée, il a le droit de se tromper. Le droit à l'erreur, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui peut un peu faire peur quand on parle de pédagogie, qu'on intègre l'erreur dedans. Tout ça en toute sécurité, sans user de matériel supplémentaire. La plus-value qu'on estime, nous, d'une formation immersive, c'est tout le scénario pédagogique qu'on va organiser à partir d'une situation de travail que nous aurons repérée pour en faire une véritable situation d'apprentissage dans laquelle le jeune est immergé. Et notre ambition que l'on a aujourd'hui, c'est de créer des modules en réalité virtuelle, un espace dédié. Le premier, par exemple, ça sera un barbershop où des maçons, des carreleurs, des menuisiers, des électriciens vont interagir ensemble sur le chantier, alors peut-être pas en même temps, mais vont devoir réaliser le chantier ensemble dans un espace qui peut être comme un espace métaverse. On est aux prémices aujourd'hui du métaverse et j'espère bientôt y passer vraiment avec des avatars. Et voilà, mais on s'y approche. Moi, mon rôle de référent numérique dans l'établissement, c'est d'accompagner autant les formateurs que les apprenants sur de nouvelles technologies, que ce soit du simple traitement de texte, la suite Office, à des logiciels de DRO, CRO
liées au bâtiment. J'ai commencé à mettre en place la réalité virtuelle lors des séances suite à un appel à un projet du 3CA qui s'appelle EVF, Environnement de formation virtuelle, où le but est de naviguer sur un pavillon en construction. Donc on a toutes les phases du chantier, donc ça va du terrain à la réception, notamment sur la pose de menuiserie extérieure. Et au CFA, nous n'avons pas forcément la capacité de mettre en place la pose de menuiserie en applique, en tunnel. Donc voilà, ces modules permettent de mettre, on va dire, en pratique la partie théorique qu'ils ont acquis lors des séances en application à travers un casque. Donc les avantages de la réalité virtuelle auprès des apprenants, mais du coup c'est peut-être une autre source de motivation, parce que c'est un côté un peu plus ludique, que ce soit sur de la gestuelle, métier, ou de faire une conception, on va dire 3D sur un logiciel. C'est vrai que nous, on essaie de créer des scénarios, pas plus de 20 minutes d'immersion. Donc soit ça passe super bien, donc c'est motivé à faire tout le parcours, et d'autres qui, au bout de 30 secondes, perdent d'équilibre, on dépose le casque, c'est pas pour eux. C'est vraiment un support complémentaire entre l'atelier et la théorie. Merci pour ces témoignages. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et pour certains au pied levé en raison effectivement de péripéties dues à cette crise sur l'essence. Jacques-Olivier Hénon, vous êtes le directeur des politiques de formation du CCA BTP, vous nous en direz un peu plus, mais c'est un des leaders de la formation en France. Émilie Gobin-Mignot, vous êtes la fondatrice d'Antilogie, qui est un cabinet de conseil et de formation. Et Nicolas Dupin, avec un nom comme ça, on est toujours bienvenu à la Chambre des métiers et d'artisanat. Nicolas Dupin, vous êtes le président de France Immersive. À regarder cette vidéo, on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes virtuels. Qu'est-ce qui fait que des organismes de formation comme le vôtre, Jacques-Olivier, se sont engagés dans de telles technologies ? Normalement, ça devrait marcher, ça fonctionne. Alors, d'abord, merci de nous avoir conviés et de nous avoir associés à votre événement. Donc, vous aviez posé une question, du coup, j'y réponds. Oui, le 3CA BTP, on est en fait un organisme de branche. Nous sommes pilotés par les branches du bâtiment et des travaux publics et nous mettons au service des CFA, des OFA depuis la loi de 2018, l'ensemble des éléments qui leur permettent de développer la qualité de la formation des apprentis. Essentiellement, pas que des apprentis, mais essentiellement des apprentis. Alors du coup, on n'est pas OF, on n'est pas organisme de formation, on est une structure qui est le support des organismes de formation, on est une espèce de service d'intérêt économique sectoriel. C'est l'autre côté de la feuille du service public pour tous les CFA. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans parce qu'en fait, nous existons depuis 80 ans, et puis comme on est paritaire, on pivote tous les 3 ans, vous savez. On change de gouvernance tous les 3 ans. Et donc, ça nous oblige, évidemment, et ce qui est fort heureux, tous les 3 ans, à bien regarder quels sont les besoins du terrain. Et les besoins du terrain, c'est-à-dire les besoins, grosso modo, des CFA et des entreprises, ils s'expriment dans tout ce qui remonte du terrain. Il y a l'évolution des outils et des modalités pédagogiques. Donc, il y en a tout un tas. On a beaucoup parlé de la FEST, par exemple, il y a quelques temps. On continue d'en parler. On continue d'essayer de faire du lien entre le CFA et l'entreprise formatrice, parce que exploiter les situations de travail, ce dont parlait Pascal, c'est essentiel. Et puis, on a eu, bien sûr, il y a quelques années, des demandes importantes sur le numérique. On s'est lancé avec beaucoup de bonheur dans des applications incroyablement utilisées, comme un carnet de liaison enrichi qui permet de tricoter la montée en compétences sur plusieurs lieux de formation. Nous avons lancé un LMS qui s'appelle Aptis, qui aujourd'hui, là cette année, on va dépasser les 50 000 apprentis formés dessus. C'est uniquement pour le BTP, c'est à destination des premiers niveaux, donc ils devraient être 65 000 en tout cette année. Sur les 65 000, 50 000 seront formés sur cette plateforme-là, donc ça fonctionne. Et puis, lancer dans la démarche de mettre à disposition des CFA des outils leur permettant de suivre, d'accompagner la montée en compétences des jeunes. On s'est lancé tout logiquement dans les modalités immersives. La réalité virtuelle d'abord, la réalité augmentée, ça commence. Le métaverse, on est au bord, même si Pascal l'a dit bien mieux que moi, on devrait aller
vers ça rapidement. Oui, vous avez remarqué, en fait, moi je suis celui qui ne devait pas être là. Oui, parce que sur le papier, vous avez écrit Christophe Possémé. Alors, j'ai oublié de le dire. Oh, donc, je ne sais pas si ce sera enregistré, mais vous le remettrez au début. Président Christophe Possémé, président du 3CA BTP, aurait dû être là. Il est par ailleurs chef d'entreprise et il est un peu occupé en ce moment pour trouver par exemple du carburant pour ses véhicules, ce qui fait qu'il a dû décliner ce matin à 7h30, mais voilà, j'avais prévu d'être là et j'espère que je parlerai en son nom suffisamment bien. Et puis l'expert, il est là, hein. C'est Pascal Michet qui est là, qui est responsable de l'ingénierie de l'innovation pédagogique au 3CA BTP, et qui porte toutes ces réflexions-là. Donc bref, pour répondre à votre question, il y a des besoins, il y a des outils qui apparaissent. La pédagogie, c'est toujours la remise en cause. Un truc tout bête, hein, si on savait comment les enfants apprennent à lire, ça fait quand même quelques siècles que tout le monde saurait lire. Voilà. Et en fait, pourquoi ça change tout le temps? Parce que les générations changent, les générations évoluent, il y a des nouveaux outils qui arrivent, et donc notre rôle à nous, c'est de nous emparer de tout ce qui arrive pour accompagner la formation des jeunes. Émilie Gobin-Mignot, pour compléter ce panorama idyllique, en quelque sorte, est-ce que la réalité de tous les acteurs est celle-ci aujourd'hui? Et est-ce que tout le monde a déjà pris ce virage de technologies dont on avait l'impression qu'elles étaient naissantes? Et à vous écouter, on a l'impression que vous les utilisez depuis toujours. Alors, chez Antilogie a été créé, déjà revenons à la source, Antilogie a été créé il y a 5 ans. J'en suis la cofondatrice, et ce qui nous a amené à créer Antilogie, c'était le constat qu'en fait, pour déployer des solutions de réalité virtuelle, réalité augmentée, et on ne parlait pas de métaverse à l'époque, la première étape, c'était d'abord de savoir à quoi ça servait, et d'être convaincu du bien fondé, de l'efficacité de ces nouvelles solutions. Et donc, en 2018, personne ou très peu de monde avait mis la tête dans un casque de réalité virtuelle. Et quand c'était le cas, c'était pour du gaming, mais très très peu pour des usages entreprises. Donc la première activité d'Antilogie, tout naturellement, ça a été l'évangélisation. Si on prend un terme un petit peu plus neutre, on va dire l'acculturation, donc faire découvrir ces technologies et aider nos interlocuteurs qui sont principalement des grands comptes, des collectivités ou des grandes écoles, à s'approprier ces solutions et à se projeter dans des cas d'usage concrets. Donc ça, c'était en 2018. Et on s'est dit que ce métier allait durer 6 mois et qu'au bout de 6 mois, tout le monde serait convaincu et que le déploiement se ferait tout naturellement. Bon, on est en 2022. Je pense que Nicolas pourra témoigner aussi. Force est de constater que, j'allais dire, on en est encore là. C'est faux. Mais encore de nombreuses personnes n'ont pas forcément pris la mesure de ce que ces technologies apportaient et du champ des possibles. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup à faire, mettre la tête dans un masque, se projeter, etc. Quand on déploie dans des écoles ou auprès d'apprenants, on a formé à peu près, là, ces derniers, on va dire, plus de 10 000 personnes avec de la réalité virtuelle, que ce soit des publics de COMEX, de grands groupes, L'Oréal, BNP, SNCF, ou des salariés col blanc, col bleu, hein, et puis aussi des étudiants dans de nombreuses écoles, donc un peu tous les niveaux, et même des demandeurs d'emploi avec Pôle emploi. On se rend compte qu'il y a moins de 10% des apprenants qui ont déjà testé la réalité virtuelle pour un usage professionnel. Souvent, ils ont fait une découverte à la Cité des Sciences ou autre, et donc ils ont trouvé ça waouh, ils ont appris des choses dans un domaine culturel, mais pas forcément en usage professionnel. Et donc ça, c'est, on va dire, le plus gros ennemi du déploiement de ces technologies, c'est évidemment la méconnaissance. Enfin, d'abord la non-connaissance et aussi
mauvaise connaissance, puisque la technologie évolue très vite, les usages sont extraordinaires, on va, j'imagine, en parler un peu plus concrètement, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup à faire, donc je me réjouis qu'il y ait encore des tables rondes et voilà, des conférences pour faire découvrir. Néanmoins, depuis 5 ans, ce qu'on a pu voir émerger, c'est de très nombreux passages à l'échelle de la réalité virtuelle au service de l'apprentissage, on va dire. On pourrait dire au service des ressources humaines au sens large, hein, puisque là, on va traiter formation, mais il y a aussi d'autres modalités comme l'onboarding, la découverte des métiers qui tournent autour de tout ça, la collaboration et la prévention des accidents, etc. Et donc, maintenant, de nombreuses entreprises sont passées à l'échelle. Par exemple, la SNCF, par exemple, Suez, Saint-Gobain, dont on pourra se parler. Et donc là, c'est des milliers d'apprenants qui sont formés avec des solutions de réalité virtuelle. Et évidemment, pour cela, il faut qu'il y ait des formateurs qui soient également très à l'aise avec ces solutions, qui soient en capacité de les utiliser efficacement et de manière complémentaire avec les autres modalités de la formation. L'onboarding, hein, c'est quand on accueille des nouveaux salariés dans des entreprises. Nicolas Dupin, vous êtes le patron de France Immersive, qui est la plus ancienne association française en la matière. Est-ce que ce que l'on perçoit d'une révolution en réalité n'est que l'apanage des grands, comme semblait le dire Émilie, ou est-ce qu'au contraire, de plus petites entreprises ont un chemin à y tracer également ? Là où on est quand même dans un pays où on se plaint régulièrement que les PME ne sont pas au niveau européen, ne serait-ce que dans leur présence sur le web, on parle de Web 1, comment on passe à cette échelle du Web 3 pour de plus petites entités économiques ? Précisons tout d'abord, merci pour la présentation, précisons que France Immersive Learning est les plus anciennes associations sur le domaine de la transmission par les technologies immersives, parce que nous ne sommes pas sur des technologies qui datent de hier matin. La plus ancienne des associations françaises, c'est l'Association française de réalité virtuelle, la FRV, qui, elle, date de la fin des années 90 et qui, pendant de nombreuses années, a fédéré les grands industriels et les laboratoires de recherche universitaires pour commencer à s'approprier ces nouvelles technologies qui, dans la réalité, remontent à la fin des années 70. Peut-être avez-vous oublié, mais dans le milieu des années 80, la fin des années 80, Sega avait sorti une Game Boy immersive. Enfin, vous voyez, on est sur des sujets qui sont assez anciens. On n'était pas nés. En ce qui me concerne, j'ai peur que si. Ce qui est très nouveau aujourd'hui, et qui date en fait de 2016, c'est l'apparition de casques de réalité virtuelle qui sont financièrement abordables et raisonnablement facilement déployables. Et depuis 2016, on a une phase d'accélération technologique qui est extrêmement significative, qui fait qu'aujourd'hui, pour 400 €, vous pouvez, à titre privé, vous offrir un formidable casque de réalité virtuelle qui va vous permettre de faire des choses dont vous n'imaginez même pas l'existence. Donc, d'abord, je voudrais aussi saluer Émilie et le travail qu'elle fait avec Antilogie depuis le 2018. On a commencé à la même époque. On est très heureux aujourd'hui parce qu'on a quand même longtemps prêché dans le désert. On a dépensé beaucoup d'énergie pour partager notre conviction qui, chez France Immersive Learning, se formule de la manière suivante. Ces technologies sont un formidable vecteur du renouveau du plaisir d'apprendre et de transmettre. Et maintenant, merci à vous aujourd'hui de nous accueillir. On commence à pouvoir partager cette conviction et s'appuyer effectivement sur de premiers déploiements qui permettent d'incarner cette intuition. En ce qui me concerne, cette intuition vient du fait que dans les années 90, j'avais pas acheté une Game Boy, mais j'étais enseignant au lycée professionnel et je faisais partie des tout premiers pionniers d'Internet. Et à l'époque, les discours qui nous étaient tenus sur Internet étaient à peu près ceux qu'on a entendus ces dernières années sur les technologies immersives. Et vous savez où on en est aujourd'hui. En 2018, en 2016, je mets un casque de réalité virtuelle et
Ça, effectivement, transforme ma vision du monde. Ça me rappelle comment, enseignant, j'aurais voulu avoir ces pouvoirs magiques pour emporter les apprenants dans la passion de nos métiers, la passion de la transmission et la passion du métier qu'on transmet quand on est enseignant, formateur dans vos établissements. Et donc, je convainc 6 grands groupes, 6 grands acteurs, donc le CNAM et l'Université Paris-Est-Créteil, qui portent un très beau CMA autour de l'éco-construction et le développement durable dans le bâtiment. Les branches learning d'Orange et de Natixis, l'AGFIP, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ces technologies sont des outils extrêmement puissants pour donner aux personnes en situation de handicap les moyens de complètement libérer leurs talents. Et puis Défi Métier, le Carrefour-F francilien, sur l'idée qu'en 2018, eux aussi avaient l'intuition qu'il allait se passer quelque chose d'extrêmement important avec ces technologies. On parle, nous, d'une révolution anthropologique. Mais que dans l'État, il n'existait pas de projet de vision tangible et qu'ils avaient intérêt à mutualiser leurs ressources pour créer un pôle d'expertise dans l'usage de ces technologies, de façon à ce que lorsqu'ils auraient des projets, et plus largement l'écosystème, ils puissent s'appuyer sur un tiers de confiance qui soit en capacité de les accompagner dans cette profonde transformation des pratiques et des postures des formateurs et des enseignants pour tirer profit de ces technologies. Parce que ne nous y trompons pas, en tous les cas c'est notre mantra, le sujet n'est pas la technologie, c'est les usages. Et quand on parle d'usage, le sujet c'est la formation et l'accompagnement dans la durée des enseignants pour qu'ils se saisissent de ces technologies, qu'ils soient agiles avec, qu'ils aient confiance dans leurs capacités et qu'ils produisent une vraie transformation des pratiques. Alors précisément, ça m'intéresserait d'avoir la parole des usagers et je vais demander à François de nous en faire une rapide synthèse. Alors, une synthèse en 2 temps. Déjà des éléments de synthèse que j'ai préparés à votre attention. Et puis ensuite, la vidéo avec des témoignages en vrai de ces apprentis qui ont bien voulu parler face caméra pour raconter un peu leur vision. Alors, premier enseignement, moi, ce qui m'a vraiment surpris, je leur demande de me raconter un peu comment ça s'est passé avec les modules d'immersion qu'ils ont pu utiliser, etc. Donc, ils sont gentils, hein, ils me répondent, oui, voilà. Mais enfin, bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ils se projettent déjà dans les usages qu'ils vont faire de la réalité virtuelle à titre professionnel. C'est-à-dire, le premier truc, c'est quand même un outil extraordinaire d'aide à la création. On fait une pièce, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on a fait. On la fait en 3D, on met le casque, on regarde s'il n'y a pas un problème, etc. Deuxième utilisation, on parle à des apprentis qui sont en CFA, donc ils ont un pied dans l'entreprise, un pied dehors. Enfin, ce n'est pas des gens qui sont encore à leur compte, qui ont leur entreprise. Deuxième remarque, ça va être un formidable outil transactionnel avec les clients. Aujourd'hui, on a des clients qui sont de plus en plus pénibles. C'est nous ce qu'on appelle entre nous l'effet Amazon. Ça va pas, on le renvoie et ça doit revenir aussi sec. Et donc, du coup, ils sont face à des clients et ils disent « Nous, on connaît, on est du métier. On nous demande une bibliothèque qui fait un volume énorme. On sait, on est du métier. Mais eux, ils savent pas. Donc, le casque, c'est une manière de créer un contrat entre nous pour qu'on soit sûr que ce qu'on leur propose, ils comprennent bien ce que ça veut dire et l'espace que ça va occuper. Troisième point, ils vont au-delà. Moi, j'ai vu des gens qui étaient quasiment tous déjà en reconversion alors qu'ils n'avaient pas 25 ans. C'est-à-dire des gens qui s'étaient trompés d'orientation professionnelle, qui avaient envie de changer, qui étaient venus à la menuiserie après avoir testé d'autres choses. Et ils me disent, mais c'est un formidable outil d'orientation. On aurait eu ça quand on était au collège, ça nous permettrait de tester des métiers, de rentrer dans des entreprises, sans avoir à faire un nombre incalculable de stages, sans avoir à se déplacer, etc. Donc, en fait, ils se projettent déjà dans les usages. Slide suivante. Il y a quelques réserves, mais il faut être clair, elles ne sont pas bloquantes. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on est des gens de la main et de l'outil. Là, avec le casque, les manettes, les sensations, on les a pas. Le poids de la perceuse, les vibrations, etc. Ils disent, ok, on comprend. Donc ça ne remplace pas tout. Deuxième chose, ils ont le sentiment, même si on leur crée des pièges à l'intérieur des modules de formation, que la réalité est quand même assez différente d'une pièce faite en 3D, où les murs sont toujours très lisses, les sols toujours très plats. Ils disent, quand on arrive vraiment sur le chantier, c'est pas tout à fait ça. Et puis, là, on a tous les outils, donc il faut choisir les bons.
le jour où on arrive sur le chantier, on a oublié les choses chez nous et que dans le camion ou la camionnette, il n'y a pas ce qu'il faut, faut qu'on bricole et qu'on s'adapte, donc on n'aura pas forcément pile poil la bonne taille de cheville, donc on se débrouille. Donc il faut comprendre que ce sont des réserves, mais qui sont assez légère. Et puis, le troisième point, mais qui est lié à ce que vous disiez, l'évolution des technologies, c'est que pour des gens qui sont sur des PS5, qui utilisent de la Xbox, des jeux vidéo à longueur de journée, il y en a, ils cumulent les box, ceux que j'ai rencontrés, disent, bon, les graphismes, ils pourraient faire un effort, mais en même temps, bon, on a bien compris que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre des séquences, c'est de la formation. Bon, ça va bien, mais on leur proposerait des choses un peu plus sexy, ils ne seraient pas contre. Donc sur la slide suivante, là on arrive à un point qui est quand même le point majeur. Ils ont le sentiment d'être à l'avant-garde. Ils ont le sentiment d'être une avant-garde. C'est-à-dire qu'ils disent on est des privilégiés, c'est incroyable ce qu'on nous offre, on a une chance extraordinaire parce que ça nous donne un temps d'avance sur tout le monde. Et ils se projettent là encore dans leur futur professionnel en disant c'est demain. De toute façon, tout ça est demain. La révolution numérique est là, y compris chez nous, et c'est pour nous des outils qui seront de plus en plus utilisés. Alors, il parle du numérique au sens large, je ne suis pas rentré dedans aujourd'hui, mais c'est aussi bien les machines à commande numérique, etc. Mais alors, dernière slide, on est quand même dans des métiers manuels, on est quand même dans une logique où le geste, la main, ça a une valeur, ça a beaucoup de sens. Et en fait, ils sont déjà dans la recherche du compromis. Et ils disent, ok, mais tout ça n'est pas antinomique, c'est à nous de trouver le bon équilibre entre l'apprentissage, le geste, la main, parce que ça, on y tient, c'est pour ça qu'on a aussi choisi ces métiers-là, et puis l'utilisation, en fait, du numérique qui vient s'ajouter. Et il y a une phrase qui est vraiment très chouette que je vous ai mis en conclusion. Avant, il n'y avait que la main, puis il y a eu la main et la machine. Aujourd'hui, c'est la main, la machine et le numérique. Donc, inutile de vous dire que vous avez des perceptions qui sont globalement archi-positives. Et ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Le sujet, c'est la massification de l'usage et qui passe par la massification de la connaissance et de la pratique des enseignants par ces technologies, formateurs ou professeurs. Merci François. Je vois que Jacques-Olivier trépignait, donc je vais lui passer tout de suite la parole pour réagir. Et on enchaîne sur le film après. Mais je veux entendre Jacques-Olivier réagir. Allez-y, Jacques-Olivier. Oh, pardon, je pensais que c'était le film de... Non, je faisais signe, monsieur, parce que je ne sais pas si vous avez vu, les diapositives, c'était pas les bonnes par rapport à votre discours. C'était pour ça que je vous faisais des signes, avec une compétence dans l'explicitation qui est démontrée, du coup. Hein. Donc, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, effectivement. Par contre, je ne suis pas d'accord avec un truc que vous avez dit. Alors, comme on me donne le micro, je le place. Allez-y. Je m'étais fait un machin. Ah oui, alors, les artisans, tout ça, ils sont en retard. On se plaint beaucoup. Vous avez remarqué, les Français, quand ils se plaignent pas, c'est qu'ils sont malades. Et puis là, avec la Covid, on a vu que même quand ils étaient malades, ils arrivaient à se plaindre quand même. Et alors, c'est pas notre perception au 3CA. Parce qu'en fait, en tout cas, alors je ne parlerai que du bâtiment et des travaux publics. Les travaux publics, ce sont quand même plutôt des grandes entreprises, même s'il y en a des petites en société de conseil, elles sont toutes incroyablement numériques. Dans les métiers du bâtiment, le bureau de l'artisan, c'est son camion. Hein. Ils sont tous incroyablement connectés. Hein. Et en fait, ils ont téléphone, un smartphone. En plus, ils en ont des spéciaux là, qui peuvent rouler sous les camions. Je ne sais plus quelle c'est la marque, mais enfin, les outils pour ceux qui bossent, ça s'appelle. En tout cas, c'est le slogan. Ils ont des tablettes. La réalité augmentée, ben voilà, un des premiers modules de réalité augmentée en termes de formation, ça concerne la pose d'escalier. Parce que quand on est avec le client, ah ouais, moi je veux un escalier comme ci, comme ça, vous avez beau lui expliquer que, bah non, regardez, là, il y a une poutre, et donc en fait, ça va bloquer avec votre tête. Ah bah non, bah voilà, en réalité augmentée, vous montrez bien. À partir du moment où on a ça, nous on l'exploite pédagogiquement. Et en tout cas, notre perception, c'est que non, enfin, les entreprises apprenantes, et particulièrement les petites, ne sont pas déconnectées. Hein. Simplement, elles ne vont pas utiliser un outil numérique si elles n'en ont pas l'usage. Il faut leur démontrer qu'il y a un besoin pour eux. Et à partir du moment où il y a un besoin pour eux, c'est parti. Voilà une très bonne nouvelle. On embraye avec la deuxième vidéo.
Dans le cadre de ma formation en CAP, on a pu essayer le casque VR et on s'en est servi pour faire un essai de pause de menuiserie. Donc le principe de ce qu'on avait utilisé, c'était donc on avait le casque et les télécommandes et avec du coup les télécommandes, on pouvait se déplacer, se servir des outils pour faire la pause de la menuiserie. Là où moi ça m'a apporté quelque chose, c'est que par exemple dans le travail que j'ai fait, je peux aller en chantier et du coup ça m'a permis de visualiser un peu les différentes étapes qu'il y avait à faire avant de me retrouver sur place. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, vraiment une expérience sensorielle spécifique. Ouais. C'est vrai que oui, si on compare évidemment par exemple aux dernières sorties de jeux vidéo sur une dernière console, oui c'est vrai qu'en graphisme il y a un écart qui est là. C'est vrai que ça change un peu de l'image du métier, de l'artisanat. Évidemment on garde toujours ce côté-là très manuel parce que c'est la base du métier, ça c'est évident. Mais c'est vrai que ça apporte quelque chose de nouveau aussi, qui n'est pas forcément que négatif. Quoi. Ça ne va pas effacer le métier non plus, mais je sais qu'il y a du bon à prendre dedans. Ça peut aider à la transformation de la vision du métier, dans la mesure où oui, ça reste quelque chose d'actuel. On a des techniques anciennes, mais on a aussi maintenant des techniques nouvelles, pas uniquement sur les machines, mais aussi sur la façon d'apprendre. Oui, je pense que ça a un impact sur la perception du métier, que ça permet à certains de s'ouvrir au métier. Ça peut être aussi utile pour présenter aux clients, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment sympa pour ça. Après, moi, je trouve que ça peut être sympa pour ceux qui n'arrivent pas à trop se repérer dans l'espace, parce que nous, on nous demande de dessiner les plans, tout ça, et c'est vrai que des fois, imaginer la pièce, la tournée, tout ça, des fois, ça peut être compliqué. Donc le fait d'avoir la pièce sous les yeux modélisée, ça peut être sympa vraiment pour trouver les points de vue, les différentes visions vidéo, vue de face, tout ça. Je pense pas que dans beaucoup d'établissements, on a ce genre de matériel numérique, ce genre de support. Ça permet d'avancer dans notre métier et du coup sur tous les supports numériques. Ce qu'on n'a pas encore pour le moment dans les entreprises, alors peut-être dans certaines il y en a, mais en tout cas dans la plupart il n'y en a pas encore. Mais je pense que ça permet de faire évoluer le métier. Ça permet de voir aussi, peut-être de ne pas oublier, arriver sur le chantier, des choses qu'on aurait pu oublier sur le logiciel. Donc par exemple, s'il nous manque une visseuse, on n'y a pas pensé au logiciel. En chantier, on n'oubliera pas, ça nous permet de nous apprendre. Moi je sais que quand j'étais au collège, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors à 14 ans, on a du mal à savoir ce qu'on va faire. Et c'est vrai que je pense que si j'avais pu voir plein de métiers différents en réalité virtuelle, je pense que ça aurait pu m'aider à finalement ne pas faire une reconversion au bout d'une vingtaine d'années. Et je pense que j'aurais pu être déjà menuisier et avoir beaucoup plus d'expérience. Alors, il s'agissait des apprentis du brevet professionnel de menuiserie du CFA de Blanquefort. Émilie, comment vous réagissez à ces propos, dont on voit bien que ça permet de faire évoluer le métier, mais aussi de le valoriser en quelque sorte. Alors c'est Jean-Yves Bourgois qui me disait qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, depuis l'après-guerre, on vante le modèle allemand de l'apprentissage, regrettant que les métiers ne soient pas aussi valorisés dans notre pays. Pour la première fois, au rapport de la population, il y a plus d'apprentis en France qu'il y en a en Allemagne. Est-ce que justement ces technologies contribuent à valoriser ces métiers ? Bien sûr, bien sûr. Je vais réagir à la vidéo. Je trouve ça absolument formidable parce que déjà on voit des jeunes qui sont hyper motivés, très enthousiastes, qui adhèrent spontanément. Et c'est vrai que ça, c'est un fait. Sur une population jeune, pour eux, c'est inné. Ils ont grandi avec des jeux vidéo, etc. Donc, on parle leur code. Et ça, déjà, c'est un premier point. C'est que pour eux, c'est sexy. Et ils sont spontanément bien disposés. Déjà, c'est un bon pas pour apprendre. Deuxièmement, ce qu'on voit dans la vidéo, ça parle de quelques cas d'usage et je vais les renommer et puis peut-être compléter. On a parlé, par exemple, le jeune homme parle de la découverte des métiers. C'est évidemment l'un des cas d'usage qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, il existe des sociétés, par exemple Pôle emploi. Pôle emploi présente aux demandeurs d'emploi est en capacité de présenter ce que c'est ce que c'est le quotidien, par exemple d'un conducteur de poids lourd, ce que ça va être préparateur de commandes, ce que ça va être de travailler dans le numérique, etc. Pour des jeunes, ça permet de mettre des réalités
sans avoir à faire un stage de 3e qui dure 2 ans, en 1 heure de temps, ils peuvent découvrir le quotidien de 15, 20 métiers, et ça forcément c'est immédiatement, on en voit tout de suite les bénéfices. Un autre cas d'usage qui est évoqué, c'est par rapport à la projection avant de réaliser les travaux. Donc là, on va être dans, typiquement, éviter... il y a 2 aspects. Le premier, c'est travailler avec du virtuel avant de travailler avec de la matière. Donc on a évidemment un aspect économique aussi en bout de chaîne, d'économie de matière. On voit très bien l'apport et l'efficacité. Le deuxième, c'est de permettre à des personnes qui ne sont pas en capacité de se projeter facilement et de mettre du concret parce qu'on est évidemment avec de la réalité virtuelle, on voit en 3D, et on est en immersion, et il faut se rappeler que on est des animaux 3D, donc c'est vrai que ça permet une concrétisation évidente. Ça, c'est quelques cas d'usage qui sont très efficients et qu'on voit là. Ce qui n'est pas forcément montré là, ça va être par exemple la prévention des accidents. Notamment dans la menuiserie, il existe une société remarquable qui fait partie, je crois, de chez toi, Minbus, oui, travaille sur des simulateurs de menuiserie qui sont déployés justement pour éviter de se couper le bras avant d'être en capacité d'utiliser la machine. Donc on voit assez bien le ROI, si je peux dire, l'efficacité. Pareillement, ce qui a amené, je disais tout à l'heure que Suez, par exemple, déploie la réalité virtuelle à l'échelle, c'est-à-dire que tous les salariés doivent passer dans un module de réalité virtuelle dans les 3 années. C'est une ambition quand même assez énorme. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours des accidents mortels avec des chauffeurs de bennes à ordures. Malheureusement, sur des ou également sur des populations d'électriciens. Pourtant, c'était des gens qui étaient dans la maison depuis 30 ans pour l'un et 10 ans pour l'autre, qui étaient donc expérimentés, ils ne venaient pas de débarquer, qui connaissaient parfaitement le métier. Seulement, ils avaient oublié quelque chose, ils n'avaient plus peur. Et donc, plus peur quand on n'a plus peur de l'accident, évidemment, ça peut réarriver. Et donc, en fait, ils ont regardé, ces personnes étaient formées régulièrement par des formats classiques qui, vraisemblablement, n'étaient pas complètement efficaces, notamment parce que la population visée par ces actions de formation, pas une population qui aime s'asseoir en classe, écouter traditionnellement. Donc, ils ont déployé la réalité virtuelle, justement, en se disant, là, on va recréer le sentiment de peur, parce que dans les simulateurs, si on se trompe, on meurt. Alors évidemment, c'est pas dangereux, puisqu'on a un casque de réalité virtuelle, donc c'est pas physiquement dangereux. Émotionnellement, ça peut l'être, c'est assez frappant, et c'est ça qui va mettre en mouvement. Nicolas, vous voulez réagir également sur cette embellie des métiers. Alors, aussi répondre à la question que vous me posez tout à l'heure, parce qu'elle est importante, et en fait j'y pensais en voyant tous ces jeunes. Fondamentalement, c'est pour ces générations-là. C'est pour ces générations qu'on travaille depuis des années. C'est parce qu'on sait que ça va être extrêmement facile, extrêmement puissant, que ça a plein d'avantages. En premier lieu, celui de ce qu'on peut appeler l'hameçon technologique, leur donner envie. C'est le plaisir d'apprendre. Donc, est-ce que c'est réservé aux grands groupes ? Évidemment pas. Vous voyez, en fait, là, ce sont des petites entreprises qui sont destinataires de. Voilà. Donc, c'est infiniment plus facile avec des petites entreprises qu'avec des grands groupes où là, on a affaire à des complexités qui sont importantes. Ça, c'est la première chose. Sur l'orientation, évidemment, c'est un point d'entrée extrêmement facile. Aussi pour une raison pratico-pratique. En fait, ce qu'on fait, nous, chez France Immersive Learning, c'est qu'on s'intéresse à la réalité des usages, comment ça marche dans la vraie vie. Et l'orientation, c'est facile à déployer, d'abord parce que ça demande des casques qui sont 2 fois moins chers que des casques dits de réalité virtuelle avec des commandes et ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les jeunes sont assis.
Donc vous n'avez pas besoin de bouleverser l'organisation de la pièce pour qu'ensuite vous ayez travaillé avec des gens qui sont debout, avec des mains virtuelles et qui vont faire des gestes et qui nécessitent un espace vide de 6 mètres carrés par personne. Donc la vidéo 360, en gros, vous avez juste besoin de choses qui tournent de chaises qui tournent pour pouvoir immerger les jeunes. Sur ce sujet-là, on est bien au cœur de la démarche de France Immersive Learning qui est mutualisons nos efforts. Ce que je veux dire par là, c'est que l'orientation est un objet de politique publique. Les contenus d'orientation qui sont produits par des initiatives diverses et variées doivent être, à notre sentiment, librement accessibles à tous pour que chacun puisse utiliser ce qui a déjà été fait et qu'on ne refasse pas des choses qui existent déjà, surtout si elles sont de qualité. Donc ce travail de mutualisation, c'est ce qu'on essaye de faire à France Immersive Learning, et avec la région Île-de-France, la région académique et une dizaine de campus des métiers et des qualifications, dont celui qu'on a évoqué tout à l'heure, on est aujourd'hui dans une démarche de production d'assistance à maîtrise d'ouvrage de production, de films de présentation des métiers, avec 2 clés qui sont essentielles, à notre avis. Petit 1, c'est que pour que cette présentation des métiers engage un véritable intérêt des jeunes, il faut que ça raconte une histoire. C'est comme un film. Si le scénario est nul, le film est nul. Donc ces films qui présentent des métiers doivent raconter l'histoire d'un métier, elles doivent raconter le parcours d'un professionnel qui est rarement linéaire, pour que les jeunes puissent s'identifier dedans, pour que ça crée une émotion, une envie et un engagement. Donc on fait, en termes de production de ces films, le meilleur possible en termes de narration, évidemment en termes de réalisation graphique. Deuxième paradigme, nous livrons, puisque ces outils ont été financés par des fonds publics, ceux de la région Île-de-France, nous livrons ces produits en Creative Commons, c'est-à-dire librement utilisables par tout le monde, à condition que ça ne soit pas une utilisation commerciale. Et donc, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est d'embarquer d'autres organisations pour enrichir cette bibliothèque et construire le portail de présentation d'accès à ces contenus pour que toutes les organisations qui s'occupent de présenter les métiers aux jeunes puissent, co-construire ensemble une bibliothèque qui couvre tous les métiers et ensuite utiliser tout ce qui est disponible. L'autre élément, c'est que ce retour d'usage, moi je trouve ça enthousiasmant. Voilà. Ça manifeste le travail que l'on fait depuis des années pour ce qui nous concerne, construire, représenter, animer et soutenir le développement d'une filière d'excellence française de l'utilisation de ces technologies. Et à nouveau, notre posture est la suivante, elle est de dire, à ce moment où effectivement, comme de grandes organisations comme les vôtres, sont en train de se saisir du sujet, il est à notre avis essentiel de mutualiser collectivement nos efforts. Parce que ce qu'on appelait avec Bernard Barbier, le patron de Défait Métier en 2018, l'Immersive Learning Engineering, c'est-à-dire cette ingénierie très spécifique de conception. Vous travaillez sur des plateaux techniques, c'est plus facile pour les gens qui travaillent sur des plateaux techniques de penser un dispositif de formation immersif que des gens qui font de l'e-learning et qui sont plutôt dans des démarches qui sont linéaires parce qu'ils utilisent des supports plats. Donc il y a une ingénierie du contenu pour qu'un dispositif de formation immersif développe réellement des compétences qui est tout à fait particulière. Ça, c'est pour la conception. La mise en œuvre, on est bien sur des enjeux de construction d'un environnement physique adapté à l'usage de ces technologies. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est la clé, c'est l'accompagnement des enseignants et des formateurs pour qu'ils se sentent en confiance et agiles avec ces technologies pour tirer profit des contenus de qualité qui ont été produits. Et le troisième sujet, c'est le déploiement. Et dernier. C'est le dernier. Le déploiement, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça marche quand ça a besoin de marcher. Parce que les formateurs, c'est pas des techs, c'est pas des geeks et des techs. Ils sont pas là pour faire en sorte que réparer le truc, le machin qui est pas à jour. Donc on a un vrai sujet de faire en sorte que ça marche quand ça doit marcher, quand le formateur a décidé de travailler avec ses élèves. Et donc sur ces sujets, et j'en termine, sur ces sujets, il y a un vrai sujet, il y a un énorme enjeu de faire que cette nouvelle pédagogie immersive, qui est en construction sur toute la planète, qu'on mutualise les ressources des uns et des autres pour s'appuyer sur les expertises des uns et des autres, pour que collectivement, on avance vite et bien, plutôt que chacun essaye d'inventer la poudre de son côté. Et j'aurai quelques annonces à vous proposer dans un deuxième temps à ce sujet-là. Merci Nicolas. De toute façon, on mettra les liens utiles vers les bibliothèques, puisqu'elles sont en accès libre, dans le compte-rendu qui sera fait et qui vous sera envoyé. Et je salue Mathilde qui est en train de le rédiger. Est-ce que vous avez une question ? Je vous propose une méthode qui a fait ses preuves, c'est de lever le doigt, je vous donne le micro. Alors, si ce n'est pas le cas, mûrissez-les, on y reviendra. Jacques Olivier, est-ce qu'il y a un métier, ça sera la dernière question,
qui se prête plus qu'un autre à ces formations immersives? Métier et technique, vous voulez dire? Dans tous ceux que vous enseignez. Alors, je ne pense pas, non. Non. Par contre, la première cible, c'est le métier de formateur. Et le métier de formateur, n'oubliez pas, quand on forme un apprenti, le premier formateur de l'apprenti, c'est le maître d'apprentissage. C'est pas le formateur en CFA, hein. C'est le maître d'apprentissage. Donc oui, le formateur, bien sûr, dès lors qu'il sait pourquoi il est en train d'utiliser telle ou telle modalité. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la toute première question que vous aviez posée au début et qui du coup vient d'être relayée, c'est la massification. Madame Seller est là et je pense que vous allez en parler, mais l'État a vraiment lancé un plan, enfin notamment un des plans, un des grands axes qui s'appelle Definum, qui a cet objectif-là. Alors au 3CA, petit placement produit. Au 3CA, on a été lauréat. On est drôlement content. Et merci encore. Nous emmenons 60 établissements, dont des CFA Chambre des métiers, des CFA paritaires, les compagnons, des CFA privés, des maisons familiales et rurales, dans cette aventure du numérique, avec un objectif de produire 700 ressources dans le cadre de ce travail-là. L'objectif, c'est de les mutualiser à tous, c'est-à-dire d'en prendre 60, de les amener à avancer un peu plus vite et d'avoir derrière un effet d'entraînement de tous les autres. Parce qu'en fait, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, quand on est très bon dans quelque chose, on est très content, hein, mais on ne regarde pas trop ce sur quoi on n'est pas bon, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Hein. Comme disait ma maman, quand on est expert en tout, c'est qu'on est bon à rien, en fait. Et donc, en fait, on est toujours très bon dans quelque chose et moins bon dans autre chose. On emmène, en fait, il faut toujours pousser ceux qui sont à la pointe, mais surtout pas oublier d'emmener l'ensemble des autres. Après, voilà, ceux qui auront décidé en toute conscience de ne pas y aller, ils verront bien si leur modèle pédagogique et du coup économique perdure. Hein. Mais il y a un mouvement qui est enclenché, là, il y va pas à pas. Sur le numérique, le pas est clairement franchi. C'est affreux à dire, mais c'est grâce ou c'est à cause de la Covid, ça c'est clair. Hein. Sur la réalité virtuelle, c'est en train de se mettre en place. L'exemple qui a été donné là, à Blanquefort, on aurait pu vous donner d'autres exemples. C'est parce qu'eux, ils ont été les premiers à dire « allez, on y va », donc ça nous semblait tellement évident de vous les présenter, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a vraiment un mouvement qui est enclenché sur la réalité virtuelle. Ça a été une grosse surprise, parce qu'on était persuadés, quant à nous, que c'est la réalité augmentée qui allait partir en premier. Et bien non, c'est la réalité virtuelle. Ok, bon, le terrain le demande, voilà. La réalité augmentée est en train d'arriver, et puis je pense que d'ici 3-4 ans, on aura vraiment des vrais contenus en métaverse. Avec un tas d'idées qu'on a avec Pascal de continuer de pousser les choses. Mais oui, c'est en route. Il y a un acteur majeur à travers le monde qui a cristallisé, si je puis dire, en quelque sorte, la technologie autour du métaverse en faisant également son nom de marque. Je pense au groupe Meta, maison mère désormais de Facebook. Et il me paraissait important, ne serait-ce que parce qu'il y a une initiative intéressante aux États-Unis qu'il mène avec le Meta Immersive Learning Fund, de demander à un de ses représentants, et j'aimerais accueillir Martin Signoux pour nous présenter cette initiative. Et puis, comme il y a eu quelques annonces ces dernières heures, de les partager avec nous. Martin, tu es Public Policy Manager chez Meta. Je te laisse nous présenter ces initiatives. Merci beaucoup, David. Alors oui, peut-être pour commencer, déjà, moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit l'ancien ministre. Il y a deux choses sur lesquelles on souscrit totalement chez Meta, c'est que ça ne va pas remplacer. Déjà, c'est un point assez essentiel, parce que quand on a parlé de métavers, il y a eu parfois des visions assez fantasmées de on met tout le monde sous un casque, on envoie dans un monde virtuel. L'idée, c'est pas du tout de remplacer le réel, au contraire, c'est d'améliorer l'usage numérique. Et la deuxième chose, du coup, à laquelle on souscrit totalement, c'est quand il dit que l'idée, c'est d'apporter plus d'humain dans la technologie, c'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, la technologie, l'état de l'art de la technologie, quand vous avez une visioconférence, c'est assez peu humain. Vous ne vous sentez pas en présence avec la personne. Et pourquoi, du coup, Facebook s'est renommé en Meta et a investi autant dans le développement de ces nouvelles technologies immersives, c'est précisément parce qu'on pense qu'on peut mettre plus d'humains dans ces technologies et on peut déployer ces technologies au service de multiples usages, la formation, l'éducation, la transmission, le médico-social, etc. Et on va en parler un peu plus. Peut-être juste pour planter le décor sur quelle est notre vision du métavers et qu'est-ce qu'on fait chez Meta, dans quoi on investit en fait dans les briques technologiques. C'est-à-dire que, comme les intervenants précédents l'ont bien souligné,
les technologies immersives, elles ne datent pas d'hier. Hein. Les premiers casques de réalité virtuelle, ils existaient déjà dans les années 90, sauf qu'ils étaient encore très peu performants en termes de graphisme, en termes de capacité d'immersion, en termes de sensations et de valeur ajoutée, en fait. Et ce qui s'est vraiment transformé au cours des dernières années, et du coup ça fait aussi partie de nos axes d'investissement, c'est d'améliorer cette technologie et de la rendre plus accessible, de la démocratiser. Là où un simulateur de vol en réalité virtuelle pouvait coûter des dizaines de milliers d'euros auparavant, aujourd'hui vous avez des casques qui sont disponibles dans le commerce à partir de 400 € et qui permettent véritablement d'être du coup un vecteur de massification, d'inclusion. Et puis peut-être aussi sur ce plan technologique, un point important, c'est qu'on parle beaucoup de réalité virtuelle aujourd'hui, qui est un petit peu l'état de l'art, mais il ne faut pas oublier la réalité augmentée, la réalité mixte. On a sorti hier, on a annoncé un nouveau casque de réalité mixte qui du coup permet une interaction avec le réel beaucoup plus fort. Puis on investit beaucoup pour le développement de lunettes de réalité augmentée qui permettront, je pense qu'on le voit assez nettement, quand on parle par exemple des métiers de l'artisanat où les mains sont importantes. Aujourd'hui, la réalité augmentée, vous avez besoin d'une tablette ou d'un téléphone qui sont finalement, pas très immersifs et puis qui occupent les mains. Demain, avec des lunettes de réalité augmentée, vous allez avoir une vraie valeur ajoutée pour toutes les personnes qui ont besoin de rester dans le moment, que ce soit des artisans, des chirurgiens pendant une opération, etc. Et peut-être dernier point sur l'aspect technologique un peu, c'est que jusqu'à très récemment, ces technologies immersives, la réalité virtuelle, vous permettaient d'avoir des expériences, mais souvent seules. On vous plongeait dans une expérience, par exemple quand vous faisiez de la menuiserie, etc. L'objectif, pour apporter justement plus d'humain aussi, parce que dans la formation, il y a vraiment cette notion de transmission, c'est d'être avec d'autres personnes. Et un gros investissement qui a été fait, c'est pour justement amener ce sentiment de présence avec des avatars et avec des expériences multi-utilisateurs. Et du coup, aujourd'hui, on est en capacité d'offrir des expériences pour la conception de maquettes architecturales, demain des ateliers de menuiserie, etc., où vous le faites avec plusieurs personnes, y compris des personnes qui peuvent être à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment, du coup, une initiative assez importante. Concernant du coup Meta Immersive Learning, en fait, l'idée, ça a été assez simple, c'est que la formation et la transmission de savoir, elles peuvent bénéficier de ces technologies. Du coup, on a souhaité accompagner cette transition en mettant un investissement de 150 millions de dollars à l'échelle mondiale pour accompagner différents projets. Et j'ai du coup voulu peut-être en mettre en avant quelques-uns ici. Il y a vraiment deux piliers. Il y a premièrement une formation aux technologies immersives, parce qu'on a besoin qu'il y ait des personnes qui puissent se les approprier et qui puissent ensuite créer ces expériences immersives. Donc ça, l'idée, on a fait par exemple en France l'Académie du Métavers avec Simplon, pour avoir 2 formations métiers, une formation aux techniciens XR qui vont permettre de déployer et de maintenir à jour une flotte de casques, de la même manière que vous avez en entreprise des experts des DSI qui maintiennent des flottes d'ordinateurs. Et puis un deuxième métier, celui de développeur XR qui permet de développer ces formations. Quand vous êtes du coup un métier, par exemple la menuiserie, vous souhaitez développer une formation de menuiserie, un module de formation comme cela, ça nécessite de maîtriser des nouveaux langages de programmation. Et l'idée avec Simplon, c'était d'offrir du coup la possibilité de former des personnes sur ces 2 métiers qui étaient déjà identifiés comme étant en tension en France, donc dans 4 villes initialement. Ça va être lancé du coup le mois prochain. Et puis l'idée, c'est ensuite progressivement de déployer cela si ça fonctionne. Autre partenariat là à l'échelle mondiale avec Unity, le moteur graphique, et puis edX, qui est une plateforme d'apprentissage, c'est de mettre à disposition ces technologies, que ce soit des casques et des modules de formation, pour leur permettre de s'approprier et de monter en compétences. Mais ce qui est très important aussi, c'est du coup de former grâce aux technologies immersives. Bon, le panel précédent, je pense, a donné une très belle visibilité de ce qui se faisait. Il y a des applications métiers et il y a aussi des applications au niveau de la formation. Donc peut-être, pour passer rapidement, pour maintenir le temps sur la slide suivante, c'est un partenariat, par exemple, c'est un parmi d'autres, de campus immersif avec Victory XR. Victory XR, c'est une entreprise du coup américaine qui fait des campus, donc des jumeaux numériques de campus, et qui vont permettre, nous, on accompagne la création de ces campus et puis on offre des flottes de casques pour que les étudiants puissent en bénéficier. Et l'avantage, là, il est multiple. C'est que l'avantage, c'est que plutôt que, par exemple, dans l'apprentissage à distance, et on a vu les formations à distance, des formations complètes à distance qui se sont développées pendant le Covid, ces formations à distance, on ramène de l'humain, on ramène de la présence. Parce que d'un coup, les étudiants vont pouvoir être dans la même salle, vont pouvoir échanger, vont pouvoir avoir, du coup, une interaction qui est véritablement sociale, là où la visioconférence est assez pauvre. Et puis le deuxième point aussi, c'est surtout que, en développant ces campus, on va pouvoir créer des nouveaux modules d'interaction. Avec certaines de ces universités partenaires, il y a notamment 2 champs qui ont été explorés, celui de l'astrologie et de la biologie. Parce que c'est des domaines où la spatialisation et la visualisation des contenus, le contenu qu'on souhaite transmettre, sont très très importants. Et d'avoir du coup, que ce soit en biologie par exemple, avec le corps humain, d'avoir une vision avec
on peut du coup accéder à l'ensemble de l'intégralité, on peut manipuler un mannequin, on peut voir qu'est-ce qu'il y a sous la peau, sous les os, etc. Astrologie, pareil, on peut aller jouer et tester la gravité, tester avec le système solaire différentes choses. Et l'idée du coup vraiment avec ces deux, ce projet notamment, est-ce qu'on entend encore? Non? Si, pardon. Avec ce projet du coup avec Victory XR, c'est de déployer ces campus là, donc il y a 10 universités pilotes. Et puis l'idée vraiment en fait c'est juste de faire l'impulsion. Parce que ce qu'on voit bien c'est qu'il y a plein déjà d'acteurs au local qui s'emparent de ces technologies. Et nous l'idée c'est vraiment juste de montrer ce qui peut être fait encore pour aller plus loin en termes de présence, en termes de nouveaux cursus de formation qui peuvent être faits, et juste d'être des facilitateurs, parce que pour vraiment finir, nous, on investit dans le développement de ces technologies, les technologies qui sont du coup les plus fidèles, les plus humaines, les plus intuitives, les plus inclusives possibles, mais ensuite, tout dépend de ce qui en est fait par les créateurs, les universités, les musées, etc. Donc voilà, très rapidement... Alors Martin, on a une question. Est-ce que tu pourrais rapidement et concrètement donner les différences entre réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité immersive et enfin métaverse? Tu as 3 heures. Oula, 3 heures. Non, très simplement. Alors, pour nous, le métaverse, c'est un concept assez fourre-tout, en fait, dans lequel il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises. Nous, pourquoi on a popularisé ce terme de métavers? Pour nous, le métavers, le grand élément de différenciation, c'est la notion de présence. Là où la réalité virtuelle, comme je le disais, vous pouvez être seul dans une expérience, le métavers, vous allez être à plusieurs. Maintenant, entre réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée, il y a un continuum en fait. La réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est vous mettez un casque et vous vous retrouvez dans un environnement virtuel. Un jumeau numérique qui a été refait, une scène dans la nature, etc. Mais c'est virtuel, il n'y a rien de réel. La réalité mixte, je vous invite à regarder du coup peut-être des vidéos de démonstration du casque qui a été annoncé avant-hier, le Quest Pro. La réalité mixte, qu'est-ce que c'est? C'est que votre environnement, vous le voyez à travers le casque, il y a juste des inserts numériques pour avoir je sais pas, une statue qui d'un coup va s'animer, une statue, vous allez avoir la vraie statue et puis vous allez avoir la statue dans la Rome antique quand elle était encore colorée, vous allez avoir le Colisée et puis le Colisée en insert numérique comme il était à l'époque créé, etc. Et puis la réalité augmentée, là c'est vraiment juste, vous avez l'environnement réel, mais là on parle de miniaturisation, l'idée c'est avec des lunettes. Aujourd'hui c'est un défi technologique, on n'a pas encore de technologie qui existe pour avoir une qualité graphique avec juste des lunettes aussi fines que celles que vous avez, qui vont permettre d'avoir juste de l'information sur impression. Vous aurez des lunettes de réalité augmentée, vous aurez votre GPS. Le chirurgien qui fait une opération, il aura sur les verres de réalité augmentée la fréquence cardiaque, les différentes informations médicales, plutôt que d'avoir tout un panel de moniteurs sur le côté à regarder. Et donc du coup, voilà un petit peu le continuum qui existe et qui est... La réalité augmentée, c'est sans doute la prochaine frontière véritablement sur ces technologies immersives et comment ensuite elles peuvent être déployées. Et puis un des grands éléments à avoir en tête aussi, c'est que la réalité augmentée sera sans doute du coup beaucoup plus portable qu'aujourd'hui la réalité virtuelle qui est plutôt destinée à un usage en salle. Merci beaucoup Martin. Je te garde avec moi sur scène. On va plonger dans cette réalité des campus. Et je vais demander d'ailleurs à Marie-Laure Massuet de nous rejoindre. Marie-Laure est la directrice du Learning Lab de Neoma, dont François nous parlait tout à l'heure, qui est précurseur, puisqu'il se vante même d'avoir eu des campus immersifs avant les créations de très grandes entreprises internationales comme celle que tu représentes. Venez, Marie-Laure, pour regarder avec nous cette 3e vidéo avec des témoignages auxquels je vous demanderai de réagir dans la foulée, si vous le voulez bien. À Neoma, nous utilisons la réalité virtuelle pour les études de cas pour nos étudiants. Nous avons créé ainsi une véritable bibliothèque de cas avec des contextes très spécifiques autour de métiers spécifiques. Par exemple, en marketing, nous avons travaillé avec une boutique de centre-ville qui s'appelle Cinétique. En supply chain et logistique, nous avons travaillé avec les drives Leclerc. Enfin, sur les cas VR autour des ressources humaines et du design de l'espace de travail, nous avons travaillé avec Enedis. Les bénéfices des cas utilisant la réalité virtuelle sont finalement assez nombreux. Ça nous permet d'importer directement dans la salle de classe
le contexte managérial pertinent pour l'étudiant. Ainsi, le professeur va pouvoir expliquer la théorie et proposer de vivre l'expérience directement en situation, tout simplement grâce au casque de réalité virtuelle. L'autre avantage, c'est que nos étudiants vont pouvoir vivre une expérience comme s'ils la vivaient en vrai. En effet, on donne à voir au cerveau un certain nombre de choses et l'immersion est suffisamment performante pour que cela constitue une véritable expérience à proprement parler. Ainsi, quand un étudiant ressort par exemple de sa visite d'un drive, tout se passe comme s'il avait réellement visité le drive. De cette bibliothèque de cas en réalité virtuelle, nous sommes finalement assez naturellement allés vers le métavers. En septembre 2020, c'est-à-dire un an avant l'annonce du groupe Meta, nous avons ouvert notre propre campus virtuel persistant où l'ensemble de notre communauté, c'est-à-dire un petit peu plus de 10 000 personnes, peuvent accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un bâtiment qui est le campus de Neoma dans un monde virtuel. L'objectif pédagogique du métavers était de permettre de créer une unité de lieu, mais aussi évidemment une unité de temps, une unité d'action pour permettre à l'ensemble de nos étudiants, par exemple d'un même programme, de vivre une expérience pédagogique commune. Puisque nous sommes présents sur 3 campus physiques, Reims, Rouen et Paris, mais également à l'international. L'étudiant et le professeur vont pouvoir se concentrer sur le propos et non pas sur leur apparence physique, alors que sur un outil de visioconférence, régulièrement, on va être vigilant finalement à l'image que la webcam va renvoyer de nous-mêmes. On est tout simplement représenté par son avatar qui gère notre image de manière un petit peu automatique. L'étudiant va se focaliser d'une part sur l'audio, finalement, la voix du professeur, mais également peut-être sur son contenu visuel, c'est-à-dire sur ses slides. Finalement, à l'intérieur d'une technologie type métavers, on réplique quelque part ce qui se passe dans la salle de classe en limitant les phénomènes de distraction tels que l'image de soi-même à travers la webcam. Ainsi, il est extrêmement important dans le design même des expériences qu'on fait vivre en réalité virtuelle ou dans le métaverse d'intégrer cette notion d'avoir des mouvements qui sont travaillés assez lents pour éviter de trop choquer finalement et de créer un écart trop grand entre ce que voit notre cerveau et ce que perçoit notre corps. Dans les autres précautions qu'on a prises au niveau de Neoma par rapport à l'utilisation du campus virtuel persistant, c'est qu'on a souhaité éviter l'anonymat de nos étudiants. Tous nos étudiants ont leur nom, prénom et leur programme indiqués quand ils se connectent sur le campus virtuel persistant. Et par ailleurs, nous avons aussi créé quelque part une charte et un règlement intérieur de fonctionnement. En fait, pour être plus précis, je pense que nous avons été une des premières écoles au monde à retravailler nos règlements intérieurs pour intégrer la notion de métaverse. On est passé assez rapidement sur les cas d'usage. Est-ce que vous avez comment vous les choisissez, comment vous les montez? Est-ce que vous avez un ou deux exemples de réalisations récentes? On va vous passer un micro. Alors oui, déjà je voulais vous remercier de m'avoir invité parce que depuis tout à l'heure j'apprends beaucoup de choses et je trouve que c'est dans ces instances-là en fait où l'échange se fait que la création se fait aussi. Donc je suis absolument ravie d'être parmi vous. J'ai le plaisir, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, de diriger un laboratoire de recherche et développement à l'intérieur de Neoma sur la pédagogie, ce qui est assez rare dans une institution d'enseignement supérieur et ce qui nous permet justement de faire des tests de cette nature-là. Pour revenir spécifiquement à ce qui s'est passé pour nous sur, on va dire, les 6 dernières années, historiquement, on est dans une école de management et donc, je ne vais pas dire contrairement, mais complémentairement avec les métiers de main, les métiers techniques, les métiers de bouche, etc., on fait travailler nos étudiants plutôt sur des éléments qui sont de l'ordre du concept, de l'idée. C'est compliqué, en fait, de matérialiser tout ça. Et donc en 2016, quand nous nous sommes lancés sur les études de cas en réalité virtuelle immersive en version 360, l'idée était en fait de compléter les représentations de nos apprenants par des environnements et des organisations auxquels ils n'auraient pas eu accès si nous ne les avions pas emmenés dans ces univers avec cette technologie. Par exemple, mon rêve le plus fou en 2016, je ne l'ai pas encore atteint, c'était de dire il y a aujourd'hui chez les sous-mariniers des modes de management très particuliers, mais comment on fait pour emmener des cohortes de 1300 étudiants à l'intérieur d'un sous-marin? Et donc, je finirai par y arriver, mais je vous le dis aujourd'hui, c'est un scoop, c'est vraiment un objectif pour moi. C'est pour ça que nous sommes allés vers des organisations qui donnaient à voir à nos apprenants des contextes auxquels ils n'auraient pas pu avoir accès sans cet outil-là.
Donc nous avons mis un outil au service d'un objectif pédagogique. Ça a été dit plusieurs fois, mais je pense qu'il faut souligner ça. C'est que nous ne sommes pas passés par la technologie pour la technologie, mais bien au service d'un objectif pédagogique. Et à chaque fois que nous travaillons sur un outil de cette nature-là, nous le faisons pour répondre à un besoin d'un pédagogue. Les 3 études de cas que nous avons créées, on va dire, en réalité elles sont 4, sont parties d'un projet qui était un projet pédagogique à l'origine. Du coup, j'ai oublié la question exacte de départ. Peut-être en présenter un, parce que je vois bien votre enthousiasme. Si on présente les 3, oui, on risque de déborder un peu. Je peux y passer énormément de temps. Je vais vous parler de celui du drive d'Édouard Leclerc. Donc on a un drive store, drive store, bien sûr. On a un drive à Reims qui est le plus gros drive de France. Et donc l'idée, c'était de pouvoir travailler toute la réflexion en termes de logistique d'un produit et de la travailler in situ. Difficile d'emmener tous les apprenants à l'intérieur d'un drive, déjà pour des problèmes de logistique, des problèmes de sécurité, des problèmes d'hygiène. On ne peut pas les emmener dans les zones froides, dans les zones où il y a des produits frais. Et donc, on a travaillé en partenariat avec le drive de Saint-Brice, à côté de Reims, pour pouvoir capter en fait l'intégralité de l'environnement en 360, faire des interviews des collaborateurs. Il n'y a pas d'acteurs dans nos études de cas en réalité virtuelle. Ce sont vraiment les collaborateurs des organisations qui viennent témoigner de leurs pratiques, expliquer leurs problématiques, décrire les processus et parler de leur entreprise. Une fois que ça c'est fait, on livre ces éléments sous casque. Vous avez pu le voir, ce ne sont pas des casques type Oculus, on en a quelques-uns et on les aime beaucoup, mais on a travaillé avec des casques dits passifs, parce qu'il y avait aussi un souhait de rendre scalables nos solutions, et de faire en sorte que si nous pouvions le jouer ou le faire vivre à 30, nous puissions le faire aussi sur les 10 000, parce que notre échelle, c'est 10 000 étudiants. Et donc, en fait, nous avons créé des applications que nous mettons à l'intérieur des téléphones des apprenants. Donc l'outil, c'est l'apprenant qui l'a, c'est le Bring Your Own Device, à l'intérieur de casques qui permettent de visionner en 360. L'intérêt, c'est aussi pour nous de pouvoir partager avec la communauté. Nos études de cas, elles sont déposées, et d'autres établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement tout court peuvent les utiliser en allant les chercher sur la centrale des cas. Si nous avions utilisé des casques actifs, on aurait mis un frein en fait à l'utilisation, parce que ça coûte évidemment cher. C'est magnifique en termes de technologie, mais entre un cardboard qui vaut 3 € et un casque actif qui vaut 450 €, voilà, il y a beaucoup d'acteurs de l'enseignement qui n'ont pas aujourd'hui les moyens d'aller vers ça. Donc on déploie ces études de cas sur tous nos étudiants tous les ans, je pense pour leur plus grand bonheur. Et puis, étude après étude, nous nous améliorons et nous augmentons la qualité technologique de nos études. Sur la dernière avec Enedis, par exemple, on est passé sur une gamification avec un peu plus de... Voilà, il y a une quête, c'est un peu le héros, l'aventure dont vous êtes le héros. Voilà. Merci beaucoup. Alors les entreprises, bien sûr, recherchent des compétences, mais aussi des savoir-faire et des savoir-vivre, ce qu'on appelle les soft skills. Et on a une question, Martin, dans le public, de savoir ce que propose Meta pour encourager aussi les soft skills par ces technologies. Alors, on en revient au point sur lequel nous, on offre la brique technologique. Après, tout dépend de comment on s'en empare. Mais disons qu'il y a il y a 3 grandes possibilités aujourd'hui avec lesquelles on peut s'emparer de cette technologie. La première, assez simple, qui est le plus facile, c'est vous achetez un casque et vous vous retrouvez par exemple dans des salles de réunion où vous allez pouvoir être à plusieurs avec des avatars, vous avez ce sentiment de présence, le son est spatialisé et vous pouvez échanger. Ça, par exemple, ça s'appelle Horizon Workroom, c'est gratuit avec un casque. On a aussi une vision de faire en sorte que toutes les expériences qu'on développe soient le plus ouvertes et interopérables possible, que demain elles soient accessibles quel que soit le casque, pour permettre aussi cette massification et ce passage à échelle. Donc ça, c'est un peu la première solution. Vous pouvez venir en réalité virtuelle, échanger avec d'autres personnes, et ça permet, dans le cas des soft skills, d'échanger déjà sur certaines choses. La deuxième possibilité qui demande un peu plus de technologie, enfin un peu plus d'investissement, mais qui reste facile, c'est la vidéo 360, en effet. On va, avec juste une caméra 360, venir capter un environnement, et puis du coup, on va pouvoir mettre l'apprenant dans ce contexte,
Donc là, on peut envisager toutes les situations de soft skills possibles, que ce soit un vendeur dans une boutique, que ce soit un négociateur dans une réunion de négociation, etc. Et puis la dernière possibilité qui là nécessite un poil plus de développement, c'est par exemple, comme on l'a vu sur la vidéo avec la menuiserie, où là vous avez un environnement vraiment interactif, on n'est pas juste sur de la vidéo 360 où vous voyez, mais vous interagissez vraiment, où là on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment immersif où on va pouvoir travailler en fait tous les soft skills possibles. Tout dépend ensuite de comment une personne va se l'approprier. Et un point qui est important aussi pour nous et qu'on essaie de développer, aujourd'hui les avatars restent encore assez cartoonisés pour des raisons en fait de disponibilité technologique et de facilité de déploiement à échelle, mais si vous regardez un peu ce qui se fait en termes d'état de l'art, on a déjà des avatars qui sont photoréalistes, qui sont capables, avec des casques, de reproduire vos sourires, vos expressions faciales, etc. Et qui vont permettre justement, sur la question des soft skills, d'avoir quelque chose d'encore plus réaliste, d'encore plus immersif, d'apprentissage vraiment et d'échange. C'est là où la réalité augmentée peut s'avérer précieuse pour sourire, notamment. Non, je blague. Alors, je vais demander à François, parce qu'on a eu la parole des dirigeants, des enseignants, mais on voudrait aussi avoir celle des élèves. Et comme on a la chance d'avoir le délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires, je salue Patrick Toulmé. Je le ferai réagir après parce que c'est bien beau d'être au cœur des révolutions, mais encore faut-il qu'elles bénéficient à tout le monde. François. Alors, même exercice que tout à l'heure, compenser les étudiants de quatrième année du Global BBA de Neoma, de leur expérience dans le métaverse, le campus virtuel de Neoma. 3-4 enseignements majeurs. Le premier point, c'est que ce métavers est pour eux, qui ont été confrontés évidemment au Covid et à l'enfermement à domicile de ces mois pénibles, que c'est une évolution positive en fait des outils de travail collaboratif et notamment ici Teams et Zoom, c'est-à-dire que on a un saut qualitatif pour eux vis-à-vis de la visioconférence. Alors c'est expliqué dans la vidéo qu'on a vue de Monsieur Alain Goudet, c'est que ils sont plus exposés comme on peut l'être dans Zoom. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, quand on est dans une salle de classe, en fait, tout le monde regarde le prof, donc on sait que les autres sont autour, mais il y a une espèce de flux visuel en direction du professeur, du board, de l'écran. Alors que quand on est dans Zoom, en fait, chacun de soi est exposé parce qu'on est dans les petites fenêtres, quand les caméras sont allumées. Donc, en fait, premier point, ils disent, sur Zoom, tu fais attention à l'image, c'est ce qui était expliqué par Alain tout à l'heure, et que y a une pression, et donc on est moins attentif parce qu'on fait gaffe à comment on est, comment on se comporte. Et puis le deuxième point, c'est que, évidemment, le côté je ferme ma caméra pour être tranquille, etc., fait que tout le monde est face à des écrans noirs, donc l'effet on va dire collaboratif, tend quand même à se transformer un peu en call téléphonique, dans lequel on ne sait même pas si les gens sont toujours là ou vraiment en train de faire participer à la conférence. Et donc j'ai senti, moi, qu'en fait, ils avaient le sentiment d'être un peu à l'abri, avec un avatar, avec un métavers, d'une espèce de surveillance numérique qu'on a quand même quand on est face caméra. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et alors là je ne vais pas faire plaisir à tous les pédagogues qui vont m'écouter, mais c'est qu'en fait, le point le plus important pour eux, dans cet exercice du campus virtuel, c'est après les cours. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des étudiants, moi ça me rappelle ma jeunesse, c'est qu'est-ce qui se passe après. Dans une réunion Zoom ou une réunion Teams, le prof a fini, il éteint, tout le monde s'en va, parce que de toute façon, il n'y a plus de flux, donc on ne se parle plus ensemble. Et bien là, on reste, on traîne, on est avec l'amphi, on va faire un tour sur la plage, on va aller regarder une expo. En fait, on a une pratique ensemble qui fait que ça recrée une communauté. Et en fait, cette communauté, ok, elle est dans les salles de cours, je vous ai bien entendu, et l'un et l'autre. Il y a cette communauté dans les espaces de travail, mais ce n'est pas là où ça fait la vraie différence. Ça fait la vraie différence après, dans les interclasses, dans les intercours, parce que là, on se retrouve dans cette logique de promo, où en fait, ce qu'on échange en dehors de l'enseignement est plus important pour créer le lien entre les collègues de promo que les cours eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est là où on a des phrases comme on est dans un petit monde ouvert,
le fait de pouvoir bouger, se déplacer dans un espace, ça donne plus cette sensation de proximité. L'idée aussi que quand on est dans un Zoom ou un Teams, on voit les 5 qui parlent le plus, ou on voit ceux qui parlent, mais on ne voit pas les autres. Là, avec les avatars, on sait combien on est dans le groupe. On se voit. Et donc, on sait si on est 15 ou pas. Donc ça, je vous l'ai dit, on va au théâtre, à la mer. On découvre par nous-mêmes parce que, il n'y a pas forcément de visite guidée. Alors, évidemment, on a affaire quand même à des consommateurs aussi. Donc, il y a, c'est la slide suivante, des attentes extrêmement fortes. Alors, elles sont très fortes, mais elles ne remettent pas en cause. Là, c'est un peu comme avec les apprentis du CFA. Ils ont une vision quand même avec des attentes, mais ce n'est pas pour dire on ne veut pas se servir du produit. C'est il faudrait quand même vous mettre un peu au boulot et améliorer les choses. Donc le premier point, ils ne le disent pas aussi méchamment que moi évidemment, le premier point c'est le besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que comme dans toutes les prises en main d'outils numériques, on a beau nous dire que c'est plug and play, que c'est intuitif, qu'il y a un moment... Vous ne savez pas où sont les fonctionnalités, vous n'avez pas connaissance de fonctionnalités existantes, donc ils ont besoin. J'ai eu la chance de pouvoir participer à la lecture inaugurale de la promo de cette année. Et effectivement, donc, j'ai vécu l'expérience en vrai moi-même. Comme tous les autres, crétins, j'allais dire, je me suis retrouvé sur scène à me promener parce que je n'avais pas compris qu'il y avait des touches Zoom qui permettaient de voir en plein pot les slides qui étaient projetés. M'a fallu quand même 10 minutes. Donc après, j'ai arrêté. Voilà. Il y a la découverte aussi du fait que comment ça marche pour s'asseoir, comment on fait pour se relever. Il y a un usage. Et donc effectivement, là, ils ont tous le sentiment que l'outil est génial, mais qu'ils ne l'utilisent pas. Ce que moi je ressens par exemple avec une suite comme Office, notamment sur Excel, où je me dis, là, si tu es à 5% de la capacité de l'outil, tu es vraiment au max de ce que tu sais faire. Donc on sent qu'il y a une possibilité d'aller plus loin avec l'outil. Il y a évidemment les problèmes techniques dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette espèce de course permanente à la puissance et à la bande passante, qu'on a connu dans les jeux vidéo, les téléphones portables, etc., elle existe là encore. Et donc des étudiants qui sortent du bac avec des ordinateurs n'ont pas forcément les capacités de calcul pour faire tourner des logiciels comme celui que vous utilisez, qui sont un peu lourds à installer. Donc on a des phrases dans « j'ai dû utiliser l'ordinateur de mon père », un ordinateur de gamer, pour pouvoir me connecter. On sent que le flux des générations change. Et puis, donc, ils ont envie d'accompagnement, et ils citent le rôle des key users en entreprise, sur des logiciels, etc. Et donc, ils ont envie qu'on les emmène et qu'on les accompagne. Le dernier point, c'est qu'effectivement, tout ça, il y a une vraie fierté des étudiants, notamment chez Neoma, qui disent on est les premiers, on a quand même la meilleure école. Donc, ça fait peut-être partie un peu de la petite compétition entre grandes écoles de commerce. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis un ancien de Neoma. Mais donc, du coup, il y a un vrai sentiment de fierté, il y a une revendication qui n'est pas uniquement une revendication identitaire, hein, on a choisi la bonne école, etc., aller en avance par rapport aux autres, c'est qu'ils voient là encore, comme nos apprentis du CFA tout à l'heure, qui sont en avance sur les pratiques professionnelles, qui vont s'installer dans les entreprises. Et on avait, notamment dans le cadre des entretiens que j'ai pu conduire, des gens qui avaient déjà des débuts de commencement de systèmes de formation immersifs, etc., et dont les responsables RH leur disaient « mais comment ça se passe, le campus virtuel de Neoma, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, etc. » Donc ils ont le sentiment d'avoir un coup d'avance, la fierté, mais aussi un coup d'avance parce que c'est comme ça que va être leur vie professionnelle demain. Merci François. Marie-Laure voulait réagir et ensuite je passe la parole à Patrick. Il y a la vidéo des témoignages d'étudiants aussi, hein, David. Alors, je pense qu'on va la zapper. Marie-Laure. Je voulais juste réagir à 2 points. Déjà, je vous remercie pour cette présentation. En plus, j'ai des feedbacks que je ne connaissais pas, donc c'est vraiment bien. Je voulais juste dire pourquoi nous avons choisi ce type de système et quand. En fait, l'outil, peu importe quel outil, on l'avait sourcé 1 an avant le Covid. Et on ne l'a pas mis en place parce qu'il n'y avait pas d'usage. Le Covid arrive et ça a accéléré en fait le déploiement de l'outil parce que là, il y avait une vraie utilité pour nos apprenants. Donc ça, c'est la première chose. Toujours revenir sur ça sert à quoi finalement. Concernant l'onboarding, c'est essentiel, c'est-à-dire accompagner les pédagogues, accompagner les étudiants. Et là-dessus, on a encore un très très gros travail à faire. Et enfin, sur l'environnement qu'on a mis à leur disposition.
Si on l'a choisi tel qu'il est, c'est-à-dire une île, et que ce n'est pas seulement des bâtiments d'apprentissage, mais qu'il y a des bateaux, on peut y faire des randonnées, on peut faire des matchs de foot, etc. Ce qu'on retrouve dans beaucoup de métaverses aujourd'hui, hein, c'est que l'idée n'était pas de créer un lieu d'enseignement, l'idée était de créer un lieu de communauté. Et la communauté, elle ne s'arrête pas à l'enseignement. Il faut aussi qu'elle puisse permettre, hein, et ce sera mon dernier mot sur ce sujet-là, de la sérendipité. Et que ce qui se passe dans le vrai monde puisse retrouver un écho dans les pratiques au quotidien, de je me promène dans une allée, certes très virtuelle, mais je vais pouvoir y rencontrer quelqu'un que je n'avais pas prévu de rencontrer. Et dans cette espèce de carrefour social, il se passe des interactions avec de la valeur ajoutée au fur et à mesure. Ça, c'était vraiment important pour nous, d'où le choix de cet outil-là. Patrick, d'un mot, vous êtes en charge de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires. Comment on fait pour emmener des populations qui peut-être n'ont pas eu les mêmes chances au départ, et on voit bien que c'est une chance que de pouvoir embarquer dans ces outils. Est-ce que c'est des questions aussi qui se posent dans une mission comme la vôtre? Oui, bien sûr. Vous savez, je vous écoute, je suis un ancien. Hein. J'étais prothésiste dentaire de métier avant d'être délégué, spécialiste en céramique dentaire. J'ai toujours mon cœur sur l'artisanat, je me sens d'ailleurs en famille ici. Et je me rappelle, il y a 35 ans à peu près, j'assistais à une réalisation en CFAO des premières prothèses. Je souriais. Je souriais parce que je disais, ça va, on n'a pas trop de soucis à se faire. Parce que c'était pas terrible. On avait vraiment les traces de l'usinage sur les dents que nous réalisions. Au fur et à mesure des années, c'était la perfection. Aujourd'hui, on a des réalisations qui sont parfaites. Sauf que, et heureusement pour nous, mes chers collègues artisans, vous voyez, je dis encore mes chers collègues artisans, qui sont présents. Sauf qu'avant tout, je suis artisan, j'aime les métiers d'art, j'aime le travail de la main. Et aujourd'hui encore, l'homme sera toujours derrière l'écran de la réalisation en CFAO. Il réalise des perfections, il réalise de belles choses, mais on corrige. Vous savez, un jour, je parlais avec un pilote entre Los Angeles et Paris qui me disait, si je ne suis pas là pour corriger à un moment la route entre le nord vrai et la vraie boussole, s'il ne corrige pas de Paris, je me retrouve à Strasbourg. C'est tout à fait l'exemple. En CFAO, maintenant, on réalise des bijoux merveilleux. Donc, mais l'homme est toujours là aussi parce que le goût de l'esthétisme est toujours là. Sur la prothèse dentaire, l'appareil, la machine en CFAO réalisera parfaitement technologiquement, fonctionnellement, mais à côté de ça, l'esthétique, on a quand même besoin de l'homme. Et ce que j'aime, et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que tous ces dispositifs attirent de plus en plus une jeunesse différente, qui serait peut-être jamais allée sur la prothèse dentaire, qui aujourd'hui, par le fait de travailler sur le numérique, de travailler sur un écran, deviennent intéressés, sont attirés par nos métiers. Vous avez, parce que le prothésiste qui, à l'époque, venait comme moi, j'allais en prothèse dentaire, on y allait, on savait qu'on allait travailler avec nos mains toute notre vie, et qui pouvait aussi rebuter certains jeunes. Aujourd'hui, c'est au contraire l'inverse. On a une nouvelle clientèle de jeunes qui se disent prêts à pouvoir travailler parce qu'ils savent qu'ils vont mêler et la main, et la tête, et l'écran. Donc, je crois qu'il y a un intérêt différent, mais qui est hyper important. Vous parliez tout à l'heure de réalité augmentée, et l'un des plus beaux souvenirs, j'étais chez Dassault Systèmes, et je me promenais en fauteuil roulant dans un chœur. J'ai eu d'ailleurs des gros vertiges, et j'étais admiratif. Je pense que ce sont des outils qui sont indispensables. Et d'ailleurs, à Saclay, nous réalisions des travaux de prothèses dentaires, l'équivalent de faire sur une navette spatiale, de faire des soins dentaires. Et tout à l'heure, on parlait de la sensation du travail quand on plante un clou, quand on visse. Et bien maintenant, on va avoir des dispositifs où on a même la sensation, avec la turbine à la main, de vibration. C'est-à-dire comme si, lorsque vous êtes en train de préparer un implant pour forer un os, et là, vous avez les mêmes sensations. Donc, je crois qu'on a de beaux jours devant nous. Et je vous dis, on a une nouvelle clientèle de jeunes
qui deviennent admiratifs de nos métiers parce qu'on mêle les deux. La haute technologie et aussi l'artisanat. Parce que je reste artisan avant tout. Merci Patrick. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure et Martin pour ces éclairages. On va accueillir Caroline Seller et peut-être on va lancer cette 4e vidéo pour vous permettre de venir avec moi. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du gros buzz qu'il y a eu sur le métaverse et au même moment, on a commencé à utiliser le campus virtuel. Donc c'est vrai que Neoma a su saisir l'occasion et bondir sur l'occasion, si je puis dire, et en utilisant cette plateforme virtuelle. Donc c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée pour nous, vu que c'est la première école de commerce à l'utiliser. Donc on en est très fiers. J'avais jamais eu l'occasion de me balader, si je puis dire, dans un univers comme celui-ci. Peut-être dans les Sims, dans mon enfance, mais ça remonte quand même, donc je m'en souvenais pas forcément trop bien. Mais non, c'était vraiment une nouveauté pour moi. Et puis retrouver cet aspect quand même ludique d'un jeu, qu'on se crée un avatar lors de notre première connexion. Mais après, on a quand même cette partie travail de groupe, où on se retrouve dans une salle de classe et on est vraiment sur un campus virtuel, un campus qui ressemble vraiment à un campus d'école. Et on a cette notion de jeu et d'école qui est liée en un seul lieu. Le campus virtuel, c'était une découverte pour moi dans le sens où, eh bien, pour une fois, on n'était pas vraiment devant notre ordinateur comme sur Zoom par exemple, mais vraiment à l'intérieur, dans un monde ouvert, avec des émotions qui peuvent être transmises. On avait une liberté de déplacement, d'expression, une certaine liberté d'expression également, parce qu'on était en groupe assez restreint. Le campus virtuel manque peut-être un peu d'organisation, d'accompagnement. Pour moi, la bonne idée, ce serait peut-être d'avoir un accompagnant qui soit spécialisé dans l'explication et l'utilisation du monde virtuel, un peu comme un mentor. Donc effectivement, le campus virtuel, ça me fait penser à la Wii et à la Nintendo parce qu'il y a les mêmes codes graphiques, le même côté ludique. Je peux dire que le campus virtuel a été synonyme de retrouvailles pour les étudiants comme moi, car c'était un contexte différent pour se retrouver, changer de ville. Et là, comme on est tous associés à un avatar, on a vraiment cette sensation d'être ensemble. Ça nous permettait aussi de nous retrouver dans un contexte moins scolaire, comme on pouvait continuer à interagir dans le campus, même à la fin du cours, alors qu'à l'inverse de Zoom, une fois que le prof a clôturé la réunion, on se quittait tous. Super, merci François pour tous ces témoignages et l'enthousiasme communicant qu'il véhicule. Je suis heureux d'accueillir Karine Seller. Merci beaucoup d'avoir passé la matinée avec nous. Peut-être nous dire en quelques mots en quoi consiste la mission qui est la vôtre au sein du ministère du Travail et plus largement du gouvernement, d'une part, et peut-être une première réaction aux témoignages que vous avez pu entendre ce matin. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je partage ce qui a été dit sur le fait que ces temps de partage sont particulièrement importants. Et en tout cas, ils me sont, à moi, extrêmement utiles pour être toujours en veille sur ce qu'on doit faire, ce qui est attendu, les questions qu'on se pose. Et les retours aussi des utilisateurs. Moi, je suis en charge de la mise en place du plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan de 15 milliards d'euros qui a été voulu par le président de la République sur 5 ans, dans une logique pluriannuelle, pour à la fois faire plus, c'est-à-dire former plus de personnes. Le public auquel le plan s'adresse, c'est le public de personnes en recherche d'emploi, donc jeunes ou demandeurs d'emploi qui cherchent à intégrer les entreprises, le monde économique. L'idée, c'est de multiplier par 2 l'effort de formation à destination de ces personnes. Et du coup, il y a un objectif qui est obligatoirement lié à cet objectif d'amplification de l'effort de formation, qui est de faire. Donc, si on veut faire plus, il faut faire mieux, il faut faire différemment. L'approche pluriannuelle du plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan 2018-22, mais qui est prolongé sur l'année 2023, donc cette approche pluriannuelle donne l'occasion justement de ne pas faire plus de la même chose, mais de penser les transformations et d'accompagner les transformations de notre monde de la formation. Et je crois que là, on est au cœur du sujet.
Peut-être un mot. Donc, nous, on a un rôle d'investisseur. Et puis, on a aussi un rôle de. On n'est pas les faiseurs, mais on a un rôle d'impulsion. On se conçoit aussi comme étant des facilitateurs. C'est-à-dire que, à travers cet investissement, notre objectif, c'est d'accompagner les transformations du système de formation qui viennent du terrain dans une logique. On assume la logique d'essai-erreur et d'expérimentation. D'expérimentation et donc d'essai-erreur, c'est-à-dire de financer des approches différentes, et donc un peu des logiques un peu centripètes aussi, c'est-à-dire d'essayer plein de choses différentes pour voir ce qui fonctionne. Et puis du coup, le dernier corollaire de ça, c'est que si on assume de faire des choses un peu différemment, dans des logiques d'expérimentation, les acteurs qui font des pas de côté, et très nombreux ont été ceux qui se sont saisis de cette opportunité. Ça prouve qu'il y avait beaucoup d'attentes en fait. On se rend compte qu'il y a un nombre d'irritants quand on fait, de freins. Notre système n'est pas forcément prévu pour. Voilà, il était prévu pour des modes qui étaient un peu établis, et dès qu'on change les modes établis, et donc notre rôle c'est aussi d'être un peu un facilitateur et de décloisonner, d'essayer de résoudre les irritants. Voilà, on a un rôle de... Moi, j'appelle ça on espère être un peu un débloqueur du système, c'est-à-dire qu'on nous fasse remonter les difficultés, ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure, et de pouvoir les régler. Alors, essayer plein de choses pour voir ce qui fonctionne, c'est une bonne méthode du numérique qui s'appelle le test and learn. En revanche, apporté à la puissance publique, on appelle ça le saupoudrage. Et donc, qu'est-ce qui guide vos investissements, en l'occurrence? Quels sont les points forts qu'il faut avoir vis-à-vis de vous et à vos yeux? Alors, les points forts, c'est... Nous, notre feuille de route, en quelque sorte, elle a été fixée au point de départ du plan d'investissement des compétences. On avait un objectif de démultiplier l'effort de formation à destination des personnes en recherche d'emploi, et en particulier les plus qualifiés, les moins qualifiés d'entre eux, en faisant l'hypothèse que globalement le système arrose là où c'est déjà mouillé, si vous me permettez l'expression, et que donc l'objectif c'était d'arroser là où c'était un peu plus sec. Et donc en particulier à destination des publics moins qualifiés, qui ont en général moins d'appétence pour la formation, moins d'appétence spontanée. On voit bien qu'on se forme plus volontiers tout au long de sa vie si on a déjà un parcours de formation initiale plutôt teinté de réussite, on va dire. Quel que soit le niveau d'ailleurs. Et donc l'objectif, c'était de former 2 millions de personnes supplémentaires, peu ou pas qualifiées, ou confrontées à des difficultés. Donc ça, c'était notre objectif. L'objectif va être atteint. Mais du coup, si on voulait réussir ça, il fallait faire les choses différemment. Et là, on commence à toucher du doigt notre sujet. On est venu assez vite. L'objectif du plan, c'était de faire différemment, d'essayer des nouvelles approches. La question, pour les publics peu qualifiés, la question de la formation à travers le geste professionnel est une dimension tout à fait centrale. On est sur les premiers niveaux de qualification, et donc la plupart de nos formations sont des formations au geste. Et une partie d'entre elles, ça repose une des questions qui a été posée dans la salle, c'est aussi de réunir les conditions de pouvoir se former au geste professionnel. Et pour une partie des publics, il y a un enjeu de savoir-être professionnel, de ce qu'on appelle d'acquisition des soft skills, parfois ce qui est les prérequis en termes de lire, écrire, compter pour certains publics très éloignés de l'emploi. Et c'est des publics qui souvent se sentent loin des approches académiques. Et si on veut les faire venir à la formation tout au long de la vie, après parfois des expériences pas toujours très positives sur les bancs de l'école, il faut qu'on diversifie les approches pédagogiques et qu'ils valorisent davantage le faire. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte... Alors, comme Jean-Michel Blanquer le disait, il n'y a pas que d'ailleurs à l'école, et vous le savez tous ceux qui sont là, quand on a été confronté au Covid, qu'il a fallu du jour au lendemain fermer donc les écoles, les lycées, les universités, mais aussi les CFA, fermer l'accueil, mais aussi les organismes de formation destinés à des publics plus ou moins en difficulté. Du jour au lendemain, on n'était pas prêt, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, et on a dû inventer, et vraiment, je dois dire qu'on a eu une implication de l'ensemble des formateurs, des acteurs, qui est absolument remarquable pour inventer du jour au lendemain une façon de maintenir le lien à distance. Et heureusement que ça ne s'est pas trop prolongé, le premier confinement, parce qu'on a vraiment, je crois, inventé au maximum cette capacité à basculer à distance. Mais à un moment donné, sur nos formations, c'est le geste professionnel qui est déterminant.
Et du coup, les organismes de formation ont basculé le mieux possible tout ce qui pouvait être fait à distance et qui était quand même plutôt le savoir théorique. Pour des publics très éloignés de l'emploi, ça n'a pas toujours été extrêmement simple d'absorber, de n'avoir que du savoir théorique et en plus à distance, avec parfois en plus des difficultés de connexion, est-ce qu'on avait le matériel à disposition, etc. Mais tous les acteurs nous ont dit on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, parce que la question de comment on apprend un geste à distance, n'était pas possible. Et on a eu, nous, on s'est dit, ça a été vous l'avez dit, c'est un catalyseur, le Covid, c'est un accélérateur de la transformation. Et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on bascule, non pas pour continuer à mettre à distance la formation, mais pour appliquer toute cette richesse du numérique. Et l'un des enjeux, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse apprendre un geste professionnel grâce à l'outil digital. Et donc, c'est la réalité virtuelle, c'est la réalité immersive, et c'est le métaverse. Et donc, on a décidé d'investir extrêmement fortement. On a déployé un plan d'investissement, à l'intérieur du plan d'investissement, 300 millions d'euros sur 18 mois, en fait sur 2 ans, parce que ça va être un peu prolongé, pour financer tous les moyens de la digitalisation. Et donc, c'est effectivement un appel à projet pour permettre aux grands réseaux de transformer leur pédagogie grâce au digital. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure, le 3CA BTP fait partie effectivement de nos lauréats. Ça n'est pas le seul, et c'est un appel à projet qui aujourd'hui on est à une deuxième vague, qui a trouvé un écho très, très, très positif. C'est aussi accompagner les formateurs. Et ça, c'est une dimension très importante, c'est-à-dire que le formateur doit être au cœur, évidemment, de ce mouvement, mais on avait aussi la conviction que ça devait être aussi accéléré des outils immersifs. Et nous, on a retenu cette idée qu'il fallait faire des communs, qui était vraiment une de nos convictions. Je regarde Elisabeth parce que c'est la cheville ouvrière, en réalité, au sein de mon équipe de ce projet. On a eu la conviction que la logique de commun était la logique indispensable. En fait, on a été sollicité pendant le confinement par plein d'acteurs, en particulier les régions, mais aussi plein d'acteurs, qui nous ont dit il faudrait nous financer un outil qui va faire de la réalité virtuelle pour soudeurs, bon, je ne vais pas prendre tous les exemples. Et on s'est dit, si on finance 18 fois pour 18 régions, puis 11 fois pour 11 OPCO, puis X fois pour X réseaux d'organismes de formation, on ne va pas s'en sortir. Il faut mutualiser. Et donc on a décidé que l'État, et c'est très atypique dans le rôle de l'État, investisse pour le compte de tous des outils en réalité virtuelle, dans des scénarios pédagogiques qui sont adaptés comme des briques de Lego à des réalités différentes, et qu'on les mette en patrimoine commun, que ce soit mis à la disposition de tous en patrimoine commun. On est en train de travailler sur des pilotes, on a 15 pilotes en cours, qui reposent sur cette idée-là. On conçoit ensemble pour que ça corresponde aux besoins des utilisateurs, ça a été dit par à peu près tous les intervenants, mais nous on met à disposition les licences à titre gratuit pour l'ensemble des utilisateurs qui en auront l'usage. Et je finis d'un mot. Quand on a fait ça, on s'est dit, bon, c'est formidable. D'abord, on s'est rendu compte que ça rencontrait un écho. Mais on s'est dit, on est en train de financer des modules qui sont finis, au sens de, ils sont délimités. On apprend un geste qui est précis. Alors, je les avais notés. Ma feuille est tombée. Mais par exemple, dans la plasturgie, on finance un module qui va démonter une presse hydraulique. Dans l'aéronautique, on va financer un module qui va réaliser le contrôle et l'inspection pour déceler les non-conformités, et ainsi de suite. Donc, c'est des objets, on apprend un geste délimité. Et certains formateurs nous ont dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est en fait emmener avec nous nos stagiaires sur notre plateau technique. Et donc, l'étape d'après, c'est de dire, c'est le plateau technique qu'il faut rendre immersif. Tout le plateau technique. Parce que là, on aura une infinité de scénarios pédagogiques qui s'adaptent à différents niveaux. Et voilà. Et c'est l'étape d'après sur laquelle on est en train de travailler et réfléchir. Et ça, c'est le métaverse. Et je crois que vous l'avez tous extrêmement bien décrit. Est-ce que votre direction a son bureau dans le métaverse ? Alors non, pas encore. C'est un projet. Il faut qu'on y réfléchisse. En tout cas, moi, j'ai été frappée, très intéressée par cette idée que le métaverse, et donc ce qu'on imaginait, nous, autour du plateau technique immersif, on se le disait avec Elisabeth en vous écoutant, c'est aussi créer ce lien, donc ça, on en était à peu près convaincus, mais que c'est créer ce lien au-delà du moment où on apprend, en fait. Et ça, enfin, merci beaucoup, c'est pour ça que je disais merci beaucoup de cette invitation. Alors, ça nous permet, nous, de faire savoir ce qu'on fait, parce qu'en fait, nous, on n'est que les investisseurs, donc si vous n'êtes pas tous les relais, ce qu'on fait ne sert à rien. Donc, on a besoin que ça soit popularisé, que ça se sache.
Mais surtout parce que, en fait, ce retour-là, c'est continuer à faire progresser la façon dont on va concevoir et même écrire nos cahiers des charges. Et nous, nos cahiers des charges, l'État doit être un État très modeste, très innovant, en fait, il faut être très ambitieux et très modeste à la fois. Et il faut se dire que c'est très difficile quand on est l'État d'écrire un cahier des charges sur ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien complètement ce qu'on veut. Enfin, on sait à peu près ce qu'on veut en grande ambition, mais il faut laisser beaucoup d'espace de liberté pour se faire surprendre par les réalisations. Mais c'est aussi ces moments-là où on vous entend qui nous permettent de se dire « Ah bah peut-être que ce volet-là dans notre cahier des charges est trop verrouillé, il faut l'ouvrir davantage ». Merci beaucoup, Karine Seller. Ça me fait penser la modestie à cette citation d'Éric Satie concernant l'État. Sur la modestie, je ne crains personne. Plus sérieusement, merci d'avoir partagé avec nous cet enthousiasme, votre belle mission, et merci à chacun des intervenants, à tous aussi pour votre présence ce matin, montrant que la virtualité est de plus en plus réelle, qu'il n'y a pas deux mondes, un monde virtuel et un monde réel de l'autre, un monde ancien et un monde nouveau de l'autre, et qu'il faut de tout, de belles choses et de belles personnes pour le porter. Et je crois que c'est un des grands enseignements de cette matinée. Je vais passer la parole à Francis pour un mot de conclusion. Vous pouvez rester avec nous. Non sans remercier vos équipes, Francis, je pense particulièrement à Jean-Yves Bourgois, Florence Gallier, mais aussi à tous les services qui ont pu préparer cette matinée. À 13 articles, bien sûr, avec François Raymond et Marie-Alice. Aux équipes d'Active Réplica qui ont permis de diffuser cette matinée dans un métaverse ce matin. Ils étaient peut-être un tout petit peu moins nombreux que nous. Preuve que malgré tout, il faut maintenir aussi un lien et que rien ne le remplacera dès lors qu'on est dans cette réalité-là. Et merci aux équipes de Stun TV, bien sûr, Vincent Manfredi, François, Rémi et Maxime pour l'organisation de cette matinée. Francis, je vous cède la parole pour le mot de la fin et on continuera les échanges dans les hauteurs de cette belle maison. Merci à toutes et à tous. Merci Madame la déléguée interministérielle. Merci Monsieur le délégué interministériel Patrick. Merci Karine. Merci David, merci. Je crois que j'ai noté à peu près une dizaine de noms. Ils seraient tous évidemment à saluer, à relire peut-être les propos qui ont été notés. J'ai vu des cahiers sortis, j'ai vu des ordinateurs qui étaient vibrants et dans lesquels il y avait pas mal de notes de prise. Ça veut dire la richesse des échanges. Ça veut dire aussi que c'est un sujet d'actualité. Et en fin de compte, à vous écouter toutes et tous, je me disais, c'est marrant, on parle de patrimoine commun, on parle et ça me renvoyait à une petite place de village dans les Hautes-Alpes, où il y avait un four commun, et qui servait à tout le village. Eh bien, j'ai envie de dire que si la première brique du four a pu être assemblée ici, j'en suis ravi, et c'est la mission de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Île-de-France d'être à la fois, de travailler en commun, de travailler avec la multiplicité des acteurs, de travailler avec cette fabuleuse intelligence collective qu'il y a ici, bien sûr, mais qu'il y a aussi dans tous nos CFA, dans cette main, cette tête, mais aussi ce cœur. Voilà, merci à tous. Il y a un pot au-dessus. Et donc on poursuit les échanges au 8e étage de cette maison, hein, c'est bien ça, si vous le voulez bien et si vous le pouvez. Passez une bonne journée, portez-vous bien.